en pleine chanson. Bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Bienvenue mes chers internautes dans ce live. Voilà, l'école est bien. Grand retour avec Serge Anango. Ne manquez pas cet épisode exceptionnel. Avant d'accueillir notre invité de ce soir, Serge Anango, je vous propose donc de commencer en beauté avec une chanson qui rend hommage à nos aînés africains. Ceux qui ont côtoyé et marqué le monde par leurs idées et leurs actions. Cette chanson est un titre de mon album Éternité des délices. Alors, voici donc Grands Africains et partagés en attendant que Serge Anango nous rejoigne. Moi aussi, je le fais pareillement. Merci. Voilà, Serge est là, Serge est là. Un instant, mes chers internautes, on va arrêter la musique, on va lancer le live. Voilà, on va lancer parce que vous, Serge est déjà là. Bienvenue à tous nos chers téléspectateurs sur Grassfield TV. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel. Pour notre émission spéciale, l'école est bien. Cet homme est non seulement un ingénieur talentueux, mais aussi une figure charismatique et controversée de la diaspora camerounaise. Il s'agit bien de Serge Anango, un ancien activiste de la brigade anti-Sardina basse qui a marqué les esprits de son franc-parler et ses prises de position tranchées. Serge Anango a été un fervent défenseur du changement en 2018, réclamant le départ de M. Paul Biya, comme presque la majorité de beaucoup de gens à travers le monde. Toutefois, son engagement a pris une tournure autre lorsqu'il a constaté le faible niveau intellectuel et les méthodes violentes, tant verbales que physiques, utilisées par certains membres de la base, il faut le dire, parce que je suis un journaliste, un artiste engagé qui voit presque tout ce qui se passe dans le monde, surtout camerounais. Choqué par ce comportement et par les ravages de la guerre dans le Nozo, ainsi que par la misère du peuple camerounais, il n'a pas hésité à exprimer publiquement son désaccord, allant jusqu'à, bon, tout le monde sait ce qu'il a. Je vais dire tout simplement insulter, il faut le dire, parce que sur Grassfield TV, l'école est bien. Ça veut dire qu'il faut traiter au maximum, il ne faut pas, c'est-à-dire allant jusqu'à insulter la mère du président de la République avant de s'excuser et de se désolidariser de la base. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un intellectuel, il faut le dire. Son franc-parler et ses critiques, notamment avec des membres de son propre groupe ethnique, les Bamileke que nous sommes. Voilà. Lui, on va lui d'être taxé d'anti-Bamileke. Est-ce qu'il est vraiment? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Malgré cela, Serge Anango continue d'influencer le monde virtuel camerounais avec ses prises de position courageuses et ses réflexions profondes. Chers téléspectateurs, préparez-vous, hein? Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à vous laisser inspiré par notre invité de marque, c'est Anango. Bienvenue sur notre plateau. C'est un honneur de vous avoir ici parmi nous pour ouvrir cette discussion captivante. Serge, nous souhaiterons débuter par une exploration approfondie de votre parcours personnel et professionnel. Pour commencer, Monsieur Serge, bienvenue. Pourriez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel? Bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. Ça permet de Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette, de m'avoir fait l'honneur d'être invitée dans une émission aussi prisée que la tienne. Je ne m'attendais pas à autant de puissance et d'impact de votre part, donc je suis assez honoré. Je vous remercie pour l'intérêt. Donc, je suis Serge Anango, j'ai 42 ans. Je suis né le 17 novembre 1981 en Bouddha, au hôpital Abdoussem. Donc, mon père est un Tchang de F4, donc particulièrement Fosso-Wanchen, et ma mère aussi. Ma mère habite juste à 2 rivières de mon père, mais les parents de ma mère étaient à 2 rivières de mon père. Quand mon papa a réussi le concours de la police, qu'il est revenu au village, on lui a dit, je pense que tu es déjà assez grand. Il m'a juste repéré une fille qui était assez mûre dans le coin. On a dit, voilà, c'est bon, c'est ta femme. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc voilà, à peu près, mes parents, ils n'avaient pas forcément fait beaucoup d'études, mais ils nous ont transmis des valeurs énormes que je ne retrouve pas dans beaucoup de familles intellectuelles.
C'est pour ça que je dis en fait que les valeurs, c'est important, la présence des parents, c'est important. C'est quelque chose qu'on déplore aujourd'hui. On a peut-être plutôt l'impression que les parents sont de plus en plus absents, ce qui fait que les gens sont moins d'analyser et ça donne des résultats catastrophiques, comme ce fut le cas pour le bac de 2024, qui est de plus en plus catastrophique puisque les parents perdent la main. Et je pense que la force des parents, c'est très important puisque l'école n'est censée que donner 10% de ce qu'on est censé savoir et le reste, ça vient de la famille. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est assez souvent influencé. Donc ça, c'est à peu près mon environnement familial. J'ai eu 6 frères et sœurs avec ma mère. 5 frères et sœurs, pardon, maintenant on était 6. Malheureusement, j'en ai perdu un en 2020, qui vit à Caen, voilà, le plus jeune d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai fait mon cursus scolaire à l'école maternelle de Source, à Madagascar, puisque mes parents, quand j'étais jeune, on était à la carrière. Ensuite, j'ai fait l'école primaire à l'école primaire des Sources. Je dois dire, j'étais un élève plutôt moyen quand j'étais à l'école primaire. J'avais des notes plutôt moyennes, quoi. Enfin, on va dire 12, quoi, quelque chose dans ce sens-là. Quand je suis arrivé au lycée, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu du mal à passer, parce que quand on est à l'école primaire, tout ce qu'on apprend, c'est assez concret, c'est pratique. Quand on vous parle de vitesse, on vous parle des calculs, on vous parle des calculs linéaires, c'est concret. Quand je suis arrivé, j'ai eu une difficulté au lycée à appréhender la transition avec la nouvelle forme des mathématiques qui était beaucoup plus abstraite. Et ça m'a fait redoubler la 5e. Donc, j'étais pas spécialement brillant en mathématiques en 5e. D'ailleurs, je faisais partie des derniers de la classe quand on distribuait les copies. Et donc, j'ai redoublé la 5e. Et pour vous dire à quel point j'étais un élève très médiocre dans ces années-là, je suis quand même passé en 4e en étant repêché. Donc, c'est-à-dire que après avoir redoublé la 5e, j'ai été admis en 4e avec 9,99. Et je suis arrivé en 4e. Pour partir de la 4e en 3e. Alors, je vais vous dire, moi, je savais très bien que je me disais, je n'allais pas faire long feu à l'école, puisque je voyais beaucoup de gens de ma famille. Vous savez, l'environnement familial influence beaucoup. Je ne connaissais pas beaucoup de cousins. Je pense qu'au moment où je faisais 5e, il n'y avait qu'une seule personne dans ma famille qui avait eu le BEPC du premier coup. La plupart du temps, les gens, ils arrivaient dans ma famille, ils mettaient 5-6 ans en 3e. Voilà. Et je me disais, bon, allez, Serge, t'es nul. Fais juste l'effort d'arriver en 3e. Allez, tu prends ton temps là-bas, même si tu fais 5-6 ans, au moins, on dira que tu arrivé en 3e. C'était ça mon projet, c'était d'arriver juste en 3e et de ne pas faire autant d'études. Et je suis arrivé en 4e, ça n'a pas été simple, grâce à certaines matières comme la géographie et tout ça, où en étant en jouant un peu de la mémoire, on peut s'en sortir. En mathématiques, c'était catastrophique, c'était le dernier à chaque fois. Et j'ai quand même réussi à aller en 3e, en étant repêché avec 9. Et c'est en 3e que j'ai commencé à comprendre les mathématiques, et ça se joue parfois en une seule rencontre. Vous avez un professeur qui venait de sortir de l'école normale, il s'appelle Tchangop Florent. Il venait juste de sortir de l'école, il avait une façon assez différente de ce que j'avais connu jusque-là de transmettre des mathématiques. Au début, j'avais l'impression que je comprenais ce qu'il disait. Je trouvais bizarre. Vous savez que quand vous avez été quasiment formaté à être nul en maths et que vous avez compris que les maths, c'est pour d'autres personnes et c'est certainement pas pour vous, quand vous avez même le sentiment de comprendre, vous doutez en fait. Et j'étais dans le doute jusqu'à ce qu'il fasse un premier contrôle continu. Je crois que c'était la première séquence. Et en fait, ma note, c'était 10. Alors là, moi, j'étais surpris. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je suis parti des dénis en 4e. À 10. Il s'est passé quoi? Et je me dis, en fait, ce que je croyais comprendre, en réalité, je comprenais. Et je suis rentré, j'ai dit à maman que, en fait, maman, là, je sens que je tiens quelque chose et j'ai pas envie de perdre ça. Je sais qu'on doit aller au champ tous les samedis, mais j'aimerais ne pas aller au champ. J'aimerais ne plus aller au champ. J'aimerais que tu me dispenses du champ, que je puisse juste travailler les maths parce que je sais que c'est la clé de ma vie, en fait. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère qu'il y a peut-être d'autres matières qu'on peut comprendre et s'en sortir, mais j'ai le sentiment que si je comprends cette matière, je garantis mon avenir, quoi. Et ma mère, elle a été très sympathique, puisque comme elle avait tellement vu les gens redoubler la 3e dans notre famille, qu'elle s'est dit, elle veut pas que je redouble et je dise que c'est sa faute. Et donc, mes parents avaient quand même cette notion de responsabilité, que quand vous les mettiez en face de leur responsabilité, ils comprenaient très rapidement, ils prenaient la bonne décision. Je vous dis, des parents qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, dans mon pays, il arrêtait en 5e, et ma mère arrêtait après le CM2, pour vous dire, mais ils étaient très sensés et très réalistes. Et donc, ma mère a accepté. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler les mathématiques, et ce qui fait qu'à la seconde examen, moi, j'ai eu la première note. Je suis surpris, 18,5. Et c'est comme ça, en fait, que c'est resté. Et c'est comme ça que c'est resté jusqu'à à la fin de l'année, puisqu'au lycée Fumbault, on distribuait des prix des meilleurs. En fait, j'ai eu le prix des meilleurs 3e en mathématiques, le prix des meilleurs de mathématiques en 3e pour aller en seconde. En seconde, j'ai eu le prix des meilleurs. En premier, j'ai eu le prix neuf jusqu'en terminale, jusqu'à ce que je quitte pour aller à l'université. J'avais toujours le côté meilleur. Donc, je n'ai plus jamais redoublé des classes après la 5e. J'ai eu un bateau avec mention bien. J'ai eu un bac avec mention assez bien. Ça s'est joué à c'est 13,94. Ça s'est joué à quelques points pour avoir la mention. Et pour que les gens comprennent, pour ceux qui vivent en France et qui n'ont fait que leurs études en France, la mention, c'est extraordinaire au Cameroun. Hein. C'est pas comme ici. Les gens, ils réussissent quasiment ici avec 14 tout le temps. Quand je regarde le BPC de ma fille, non, quand vous avez quelqu'un qui a un bac au Cameroun avec 13, sachez que c'était un très bon élève, quoi. Effectivement. Avec tout ce qu'on nous charge, on se débrouille seul, on n'a pas de bibliothèque, on fait nos recherches tout seul. Donc, quand on voyait quelqu'un qui a 13 là-bas, c'était un très bon élève, quoi. Puis je suis arrivé en fac, naturellement, j'avais la possibilité de faire physique et mathématiques. Et comme en fait, comme j'étais très bon dans les deux, il y avait une qui était beaucoup plus, comment dire,
quand vous faisiez les mathématiques, vous avez une bonne assise en maths et vous faisiez aussi de la physique. Alors que si vous faites de la physique, les mathématiques, vous faites en physique, ce ne sont pas les mêmes que vous faites en maths. Ce qui veut dire qu'en concours, le mathématicien, il est beaucoup plus avancé, il est beaucoup plus avantagé. Il a juste un inconvénient, c'est qu'il ne fait pas toute la physique. Par exemple, quand vous êtes en mathématiques, vous devez choisir entre la mécanique et l'électronique et l'électrostatique. Mais par contre, vous faites des mathématiques sérieuses qui vous permettent quasiment d'appréhender tout. Alors que si vous faites de la physique, il y a beaucoup de mathématiques, comme par exemple l'algèbre que vous n'allez pas faire, et si vous vous retrouvez à un examen, il y a de l'algèbre, vous êtes complètement paumé, quoi. Donc, j'avais fait le choix d'aller faire mathématiques. Et en fait, j'ai fait 3 années. Et une des choses, par exemple, que je retiens de mon expérience, c'est qu'il ne faut pas être un mouton. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas être un mouton dans le sens que n'arrivez pas quelque part, vous entendez une rumeur et vous vous fiez à cette rumeur. Un exemple, le prof d'électrostatique en fac, qui s'appelait M. Nzekin, donc dans Grassfield, M. Nzekin Serge, il était qualifié de noyeur. Les gens disaient que personne ne valide jamais ces matières, complètement. À tel point qu'on m'a effrayé. Et il se trouve que j'ai beau être bon en mathématiques, en physique, il y a une physique avec laquelle j'arrive jamais, c'est l'optique. C'est ma bête noire, je n'ai jamais compris ce truc-là. Et en fait, il se trouve que les gens disaient que le professeur d'optique, il était plus sujet à laisser les gens, à donner les points aux gens. En fait, il n'y avait pas beaucoup de risques. Vous faisiez optique, vous validez les points. Et bien, en fait, au départ, je regarde l'électrostatique, ça me parle plus, je vois les formules mathématiques, ça me parle plus, je suis plus attiré par ça, mais on me dit que le prof est un noyeur. Je me dis, putain, je fais comment? Donc, je réfléchis, comme je vais quand même passer ma première année, je m'en vais faire l'optique. Au bout de 2 mois, je me rends compte que je suis complètement en train de ramer. Je dis, ça sert à rien que j'ai la moyenne sur une matière que je ne comprends pas, quoi. J'ai dit à mes amis, désolé les gars, je vais aller faire électrostatique. Ils me disent, mais Serge, t'es quand même fou, quoi. Tu ne vas pas changer à la dernière minute comme ça pour aller faire électrostatique et tout. Avec tu as 2 mois de retard. J'ai dit, j'ai le sentiment que je comprends mieux ça. Et quand je suis allé travailler avec des personnes qui faisaient électrostatique, ils étaient tous des redoublants. Parce qu'en première année, vous savez que vous arrivez, vous êtes presque 1000. Mais pour en deuxième année, il y a en général à peine 100 ou 150. Donc, il y a un sacré tamis en première année. Donc, quand vous voyez des élèves qui sont inscrits en première année, ils ont 95, j'ai envie de dire, ils ont 85% de chance de redoubler, en fait. Donc, il y a des gens, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'ils étaient là. Ils disaient qu'un c'est un noyau. Et il se trouvait que ce prof, comme on le qualifiait de noyeur, il était insulté tout le temps en journée. Quand il faisait un cours en journée, comme l'amphi 500, en réalité, ne suffisait pas pour prendre la totalité des étudiants de maths, c'était rempli, les gens l'insultaient. Et il avait dit aux gens qui veulent vraiment comprendre ces cours, il donne une seconde séance le mardi à 19h le soir. Comme j'habitais pas à l'université, on était franchement une centaine, c'était cool, c'était calme. Et j'avoue, je comprenais tout en classe. Tu comprends? Et je dis, malgré les 2 mois de retard que j'avais, je comprenais tout. Et donc, quand je commençais à corriger les exercices avec des amis, ils avaient un bouquin qu'on appelait le Lombroso. Le Lombroso, c'était quasiment, ils avaient décidé que c'était la Bible de l'électrostatique à l'université. Sauf que quand je corrigeais avec eux, je me rends compte qu'il y a des erreurs à l'intérieur. Je leur dis qu'il y a des erreurs. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit, ouais, bah, toi, tu viens d'arriver du lycée, tu veux corriger Lombroso, tu n'es pas né, Serge Alango, arrête tes conneries. Et je leur explique le pourquoi je considère qu'il y a l'erreur. Parce que la physique, elle est très logique. C'est pas une histoire de je suis docteur, j'ai raison, le livre a raison parce que le livre a réputation. C'est pas ça la science. La science, on a raison parce que la démonstration donne juste. Et c'était une erreur qui était flagrante parce que j'avais compris le coup. Mes amis ne m'ont pas suivi. Je suis allé à l'examen. Je me suis rendu compte que les 3 erreurs, que parmi les nombreuses erreurs que j'avais retrouvées dans Lombroso, 4 exercices erronés sont venus à l'examen. Donc, je fais le contrôle continu, j'ai ma note qui est 8, donc je trouve d'ailleurs que ce n'est pas ma note correcte. Je dis aux gens, je vais faire la requête, les gens me disent, mais Anango, il faut accepter que tu es à l'université, ce n'est plus le même niveau que le lycée, c'est fini, monsieur Anango. Vous étiez très bon au lycée, c'est fini ça maintenant. Et en fait, les gens étaient là pour me décourager. J'ai fait la requête, ça a répondu, j'ai eu 14, pour vous dire. Donc, j'ai conclu que quoi? Que le professeur Nzekin, qui était qualifié de noyeur, il n'était pas un noyeur, il était un piégeur. C'est-à-dire qu'il savait que les élèves de l'université n'essayaient pas de comprendre les exercices, il les recopiait. Parce que si tu comprends l'exercice, tu as de la critique sur la solution que tu vois. Et parce que tu as de la critique, tu vas te rendre compte que le livre s'est trompé. Quand tu as mieux compris le coup, tu n'as pas peur de dire que le livre se trompe parce que tu connais, tu as compris la logique. Mais beaucoup de gens, face à ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe? Ils doutent. Ils disent non, c'est moi qui me trompe parce que Lombroso ne peut pas se tromper. Mais c'est écrit et c'est corrigé par des hommes et malheureusement, c'était le cas. En gestion normale, c'était la même chose rebelote. Et ce qui fait que cette année-là, il n'y a eu que 23 personnes qui ont validé cette UV du premier coup. Et il n'y avait que 3 qui étaient matricule 01, c'est-à-dire 3 nouveaux. Donc moi, voilà. Donc, faut dire, parce que c'est pour dire que moi, personnellement, je ne l'ai pas validé parce que j'étais beaucoup plus intelligent que les autres. Non, parce que je n'ai pas subi le préjugé que les autres ont subi. C'est hyper important. Si vous êtes très intelligent et vous avez plein de préjugés, vous n'avez pas le courage vous n'avez pas le courage d'aller au bout de votre idée. C'est-à-dire que si vous avez un doute, vous essayez de dissiper le doute. Vous n'avez pas un doute, vous choisissez la facilité de dire j'ai un doute, mais Lombroso, c'est quand même un grand bord. Ben, je vais finalement faire confiance au Lombroso. Vous suivez Lombroso, vous êtes mal barré. Et vous avez vu cette année, il y a eu beaucoup de baccalauréat néant. Cameroun, néant, ça dit pour ceux qui vivent en France, ils n'en ont pas l'habitude. Néant, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a été admis. Et aussi longtemps que j'ai commencé à faire un peu les statistiques, j'avais compris que quand il y a dans un établissement 100% d'échecs, ce n'est pas imputable aux élèves, c'est imputable à l'enseignement. Ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de l'enseignement. Parce que statistiquement, dès que vous avez plus de 30 personnes dans une salle de classe, vous avez quasiment, dans 95% des cas, autant de personnes médiocres qu'autant de personnes bonnes.
Donc, que 100% des personnes soient bonnes statistiquement, c'est extrêmement rare, sauf s'il y a un facteur extérieur qui influence. Et moi, j'avais compris que très souvent, c'était l'enseignement. Et je l'ai compris, je crois, depuis la première. Ce qui fait que quand un professeur s'est trompé, je ne le lâchais pas. Donc, j'ai été un peu souvent conseillé comme quelqu'un qui défiait les professeurs. Je me souviens, par exemple, à mon prof de physique, ça m'est arrivé de discuter avec lui sur la cour, de dessiner le cours. À un moment donné, le gars dit, mais ça maintenant, vous prenez pour qui pour me contredire? Je me dis, pour quelqu'un qui a bien compris vos cours, monsieur. Pour quelqu'un qui a bien compris vos cours. Et très souvent, le lendemain, il rentrait à tête reposée quand il avait retiré son orgueil. Il se rendait compte que c'est moi qui avais raison. Je ne faisais pas ça parce que je voulais défier les professeurs, parce qu'un professeur, il me dépasse très loin, il a une formation. Mais c'est un homme, il peut se tromper. Et s'il transmet la mauvaise information aux élèves, en fait, les élèves vont aller échouer tous en masse. Et c'est ça qui m'empêchait, c'est ça qui faisait que quand je voyais un prof se tromper, je ne le lâchais pas jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé. Il pouvait m'intimider. Vous savez, dans les classes d'examen au Cameroun, le prof, il ne peut pas influencer vos destins. Même si vous donne 0 en classe, c'est le baccalauréat qui sanctionne, c'est pas lui qui va corriger vos copies. Donc, j'avais pas peur. J'avais pas peur d'aller carrément, même au clash, j'avais même pas peur d'aller même au clash avec le professeur pour qu'il arrive à comprendre qu'il s'est trompé. Parce que je disais, c'est pas pour moi que je le fais. Si vous donnez cette information aux élèves et qu'ils donnent ça à l'examen, ce n'est pas vous qui allez corriger la copie, c'est un autre qui va la corriger. Et cet autre, probablement, il a compris comme moi et il va leur donner 0. Voilà. Et vous avez des matières comme ça qui sont quasiment éliminatoires. Vous n'imaginez pas quelqu'un en terminale, c'est avoir le bac avec 0 en physique. Bac C, 0 en physique, tu es éliminé d'office. Donc, c'est pour ça que j'étais. Voilà, c'est à peu près ça mon parcours. Et puis, moi, je n'ai pas fait beaucoup de concours au Cameroun parce que mes parents voulaient que je fasse le CUS. Ça ne m'intéressait pas parce que le sang, ça me fait tomber dans les paumes. Je n'ai jamais tué d'animal. Je n'ai jamais tué une boule de ma vie, je sais. Je peux pas faire. On me voit, je suis très dur avec les mots. On a tendance à croire que je suis quelqu'un qui a un cœur en forme de pierre, mais je ne saurais pas tuer une boule, pour vous dire la vérité. Je n'ai jamais fait. Donc, je suis très sensible à la vue du sang. Quand je regarde sur les images violentes à la télé, ou sur Internet qui sont partagées, si je regarde ça, je passe des nuits cauchemardesques, donc je ne regarde jamais. Et dès que je vois un truc comme ça dans un groupe, je supprime sans regarder parce que c'est horrible. Voilà. Et donc, moi, quand on m'a donné l'argent d'aller faire le concours du cul, je bouffais, je n'ai pas fait. Donc, je savais que c'était ma vocation. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, il y a un groupe là, qui s'appelle Hero Graduation Access qui a organisé un concours qui s'appelait Intégrer en France. Et donc, j'ai fait ce concours-là pour aller dans une école qui est au Mans. Et j'ai réussi ce concours. Et donc, avec beaucoup de solidarité dans la famille, j'ai réussi à réunir les conditions pour arriver en France. J'ai fait une année dans cette école. Et quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités en sortie, j'ai décidé de ne pas dire que j'attends la fin de l'école avant de changer. Donc, j'ai changé pour aller faire une autre branche à Polytechnique. Et cette branche, elle n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'ici. Et d'ailleurs, les personnes qui m'ont audité à l'oral m'ont demandé, mais comment ça se fait, vous êtes mathématicien, vous avez fait physique, électrostatique, électromagnétique et tout. Qu'est-ce que vous venez faire en thermodynamique? Et je leur ai dit que chez nous, le grand défi de demain, c'est l'énergétique. Et la production d'énergie passe par une maîtrise, en fait, de toutes ces sciences-là, la thermodynamique, la thermique, l'énergétique. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de me reconvertir pour être plus utile à mon pays. Donc, c'est une façon aussi de dire aux gens qui ont l'habitude de dire que les Blancs font tout pour empêcher l'Afrique d'évoluer. Quand vous dites ça, en général, le Blanc, il vous prend, en fait, parce qu'il comprend que vous allez être utile pour quelque chose. Pour ceux qui disent, en fait, que les Blancs, ils font tout pour empêcher l'Afrique d'avancer. Si je m'inscris souvent faux vis-à-vis d'eux, c'est parce que j'ai ce genre d'exemple, en fait. Et finalement, j'ai été pris parce que le professeur, il a dit, bah voilà, vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon en électromagnétique. L'électromagnétique, c'est la physique la plus compliquée. Et voilà, vous allez faire la thermodynamique et la mécanique des fluides. Je pense que ça va être difficile au début, mais vous allez vous en sortir. Et en fait, il avait vu juste parce qu'au début, ça a été difficile. J'ai eu 10 au premier semestre, mais au second semestre, j'ai eu 15-5 ans. Ce qui fait qu'en fait, au final, pour aller en deuxième année, il fallait 12. Et on n'était que 12 à avoir 12. Donc finalement, j'avais des gens au début de la première année qui pensaient que j'allais me vautrer. Les gens se moquaient de moi parce que vous vous rendez compte, j'arrive en troisième année, puisque la première année de l'école polytechnique, c'est équivalent à licence. Vous arrivez en troisième année, vous avez des gens qui ont déjà fait mécanique et tout ça, thermodynamique, les 2 premières années. En fait, vous n'avez jamais fait ça, quoi. Donc j'avais des questions qu'ils trouvaient bêtes. En fait, ils me prenaient pour un con. Donc les mecs, ils se moquaient souvent de moi, quoi. Mais contrairement à les gens, je ne suis pas quelqu'un qui me victimise, en fait. Donc vous moquez de moi, je regarde. J'avais le sentiment que certains, pas mieux, se disaient que je passais par là, on a ouvert la porte, on m'a dit rentre ici à Polytech, rentre à Polytech. Et je me suis dit, il y a toujours un moment où je veux leur montrer que je suis plus bon qu'eux. Et donc j'étais très calme, voilà. J'ai aussi les 10 de moyenne que j'ai eu à la première séquence s'expliquent aussi par les difficultés financières avec lesquelles je suis arrivé à Nantes. J'avais des soucis financiers, mon compte était à découvert, j'avais plein de difficultés de ce type-là. Ça me stressait. Parfois, je n'étudiais pas, je rentrais de l'école, je dormais pour oublier mes problèmes. Je pensais à ma mère, puisqu'entre-temps, moi, j'ai perdu mon papa 2 mois après être arrivé en France, en 2004. Donc, je pense à ma mère orphelin, je pense au fait que ça fait 1 an, je pense au fait que je n'avais pas pu travailler l'été, je peux rien envoyer à ma mère, tous ces problèmes-là me stressaient. Donc, je m'endormais assez rapidement. Je m'endormais assez rapidement pour oublier tout ça, quoi. Et donc, forcément, je ne travaillais pas. Donc, je me retrouvais dans une spirale qui fait que je me suis réveillé à peu près quand tous mes problèmes se sont réglés 3 mois après. Hein. Je suis arrivé en septembre à Nantes. Mes problèmes sont quasiment réglés 3 mois après parce que j'ai trouvé un boulot à l'école, c'était à l'accueil. Donc, je devais rester là-bas de 17h jusqu'à 21h pour suivre les étudiants qui sont encore là pour étudier, qui travaillent sur les machines, les ordinateurs. Je fais 17h, 21h30 et je faisais ça tous les jours. Et pour à peu près 700 € par mois. Et j'avais pu travailler l'été, j'ai trouvé un boulot pendant les fêtes de Noël. Et puis, j'ai un ami, parce qu'il y avait des banques qui venaient prêter de l'argent à l'école. Je ne sais pas, quand vous êtes à Polytech, on sait que vous allez trouver le travail, on prêtait l'argent sans garantie. Sauf que moi, je n'étais pas français allemand. Je n'ai pas pu le faire. Et heureusement, j'ai un ami français qui l'a fait pour moi. Il a prêté, il m'a fait 5 000. Donc, je me suis retrouvé en décembre, comme ça, tous mes problèmes étaient réglés. Tous mes problèmes étaient réglés. Et donc, là, j'ai commencé vraiment à travailler. Et c'est en travaillant que j'ai pu avoir 10.
Et en février, le professeur, avant la fin de la première séquence, le professeur principal vient me voir et me dit, Monsieur Anango, je vous conseille quand même de prendre une place à l'université parce qu'on ne sait jamais, vous avez eu 10 à la première séquence. Eux, ils se sont dit, si j'ai eu 10 à la première séquence, ça va être compliqué que je fasse mieux au second semestre. Et pour passer en deuxième année, il faut 12. Oui. Donc, ils ne me voyaient pas avoir 12 de moyenne sur l'année. Ils venaient me conseiller de prendre une école en fac parce que une place dans une fac pour ne pas me retrouver dans une situation où je suis exclu de l'école parce que j'ai redoublé et je ne peux m'inscrire quelque part, je me retrouve, je ne peux pas renouveler mes papiers. En fait, ils voulaient me rendre service. Et moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis rentré dans cette école, j'ai dit à ma mère que je suis entré à Polytech. Je n'ai pas pour sortir par la petite porte. Ça a été très difficile au départ, j'ai eu quelques difficultés, mais vous inquiétez pas, tout ça c'est derrière moi. Je ne prendrai pas l'école parce que je serai en deuxième année avec une bonne moyenne. Je vais répondre comme ça. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'au second semestre, j'ai eu à peu près 15 de moyenne. J'ai eu 15 et 50 de moyenne à peu près. Et finalement, je suis passé en deuxième année en étant 7e de la classe, en fait. Voilà. Et au second semestre, vu que je suis provocateur, vous me connaissez, on faisait beaucoup plus de matières. On faisait beaucoup plus, au second semestre, la première année, on faisait beaucoup plus de matières qui demandaient une très forte assise en mathématiques. Il se trouvait que beaucoup de gens venaient des BTS, donc ils étaient un peu largués. Et en fait, c'est là où je me suis vengé d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, en statistique, où j'avais 19,75, j'ai vu des mecs qui se moquaient de moi au premier semestre, qui avaient 3 à 7, j'allais les voir. Je disais, ça va, Nicolas? J'ai vu ta note en statistique. 3. C'est triste, mec. C'est triste. Je savais qu'ils avaient vu la mienne parce que forcément, tout le monde voyait 19. J'avais 19,75, je suis même allé au bureau du professeur. Monsieur Pierre, il venait me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le 0,25 qu'on m'avait enlevé là, ça sort d'où? Qu'est-ce que j'ai raté? Voyons, vous n'êtes pas quand même professeur, je ne vais pas vous donner 20, voyons. J'ai compris en fait qu'il ne voulait pas me donner 20. Mais tout le monde avait vu que j'avais 20. Et c'est comme ça sur beaucoup d'autres matières où à chaque fois, ces mecs-là se vautraient, et ben j'allais les voir. En fait, le premier semestre, c'était facile pour eux parce qu'ils avaient fait ça en BTS, mais ce n'était pas le plus dur de Polytech. Quand on a attaqué le vrai dur, j'étais là. Voilà. Et je me suis vengé d'eux. Et c'est ce que j'explique aux gens. Quand vous arrivez quelque part, ne pensez pas que si les gens se moquent de vous, c'est par rapport au racisme ou vous vous victimisez. Ça sert à rien, je me victimise. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire ça parce qu'ils voient que vous êtes différent. Ils voient que vous êtes différent et c'est la seule réaction qu'ils ont. Ce n'est pas forcément du racisme. Si vous vous victimisez, vous ne renversez pas la vapeur, ça veut dire que vous êtes en train de demander aux gens de vous aimer malgré vos faiblesses. Non, il faut leur clouer le bec avec des résultats. C'est la seule façon de se faire respecter. Si vous arrivez quelque part, vous dites, tu me détestes parce que je suis moi. Mec, t'arrives, t'es pas bon. Oui, il se trouve que j'étais largué au premier semestre. Ils avaient fait des matières. Moi, je suis matheux, j'ai fait l'électrostat, l'électromagnétique. Je n'avais pas fait thermodynamique, de mécanique. Je n'ai pas fait ça, moi. Donc, forcément, les mecs, ils ont fait ça en première et en deuxième année. On est en troisième année à Polytech. Ils ne sont pas perdus. Quand on parle de rendement de Carnot, ils savent ce que ça veut dire. Moi, c'est étranger pour moi. Je ne connais pas ça. Donc, il fallait que je travaille double, il fallait que j'aille plus vite. Et je l'avais compris. Et moi, ma logique, c'était de dire, déjà de base, ils sont dans leur pays. Ce qui veut dire qu'ils ont un avantage certain par rapport au système. Si je veux arriver au même endroit qu'eux, je dois aller 3 fois plus qu'eux. C'est d'ailleurs de mes années de Polytech que je n'ai pas l'habitude d'aller en boîte, je n'avais pas le temps pour faire ça. En plus, entre le temps de travailler et je n'avais pas le temps. Donc, si je veux aller au même niveau, je dois travailler plus qu'eux et donc je vais aller 3 fois plus vite qu'eux. Et c'était ça, en fait. Et quand j'ai commencé à voir les résultats, les mecs, ils ont fermé leur gueule, quoi. Ils ont fermé leur gueule, ils ont vu qu'en deuxième, quand on se retrouve en deuxième année, ils se rendent compte que je fais partie de ceux qui n'ont pas été repêchés parce qu'ils ont repêché pas mal de gens. Sinon, il n'y avait que 12 personnes qui passaient. Hein. C'était chaud, quoi. Et moi, j'étais 7e, donc j'étais tranquille, quoi. Et en deuxième année, c'est comme ça qu'on a pu avancer, C'est pour ça que je vous dis, la meilleure façon de répondre aux gens qui vous sous-estiment, ce n'est pas de les agresser. C'est presque comme si vous leur demandez leur amour. D'accord? On ne doit pas supplier les gens de nous aimer. On doit être tel qu'on est et forcer les gens, par notre attitude, à nous reconnaître tel qu'on est. Wow. Et c'est ce que j'ai fait. Même à une dernière scène comme ça en troisième année, où à la fin de l'année, on avait un projet de fin d'études. Étant donné que je devais travailler avec une personne qui finalement est partie en Chine parce qu'il avait un stage ou je ne sais pas quoi, je me suis retrouvé en mon homme. On m'a injecté dans un trinôme. Et dans ce trinôme, il y avait le meilleur élève de la classe, le premier. Donc, il avait le sentiment que il avait son comportement, c'était de se dire, je vais profiter de ses connaissances. Tu vois ce que je veux dire? J'avais vu ça dans son attitude. À chaque fois, il me voyait, il me demandait, sur le projet, tu en es où? Parce que ce projet s'articulait en 12 questions. Et il me demandait, tu en es où, Serge? Je leur disais, je n'ai pas encore commencé, je finis d'abord mes examens et je me concentre dessus. Je dis, toi, tu en es où? Il me dit, je suis à la deuxième question. Je dis, OK. Quand j'ai fini tous les examens théoriques, je suis rentré chez moi en un soir. J'ai torché tous les 12 questions. J'ai même saisi ça sur Word, mais j'étais un très mauvais saisisseur sur Word. On n'a pas l'habitude de faire les trucs au Cameroun. Donc, je saisis sur Word, ma présentation était nulle. Donc, j'arrive le lendemain avec ça sur la clé. J'ai dit, bon, vous avez tout. Il dit sur la troisième question, je dis, bon, c'est bon, les gars, j'ai résolu tout le truc. Et les mecs, ils disent, mais comment t'as fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'eux, ils s'attendaient à ce que je profite de la point. Et je leur dis, j'ai résolu tout le problème. Et ils me disent, mais comment t'as fait? Je dis, si, je travaille juste la nuit, quoi. J'ai réglé le problème la nuit. Donc, le gars, il prend, il met sur son ordinateur, il commence à regarder, il me dit, mais ça, je dis, mec, si tu crois que c'est mauvais, c'est faux. Je veux pas débattre avec toi. J'ai juste besoin de toi pour que tu saisisses ça, tu me propre, c'est tout. Mais si tu peux pas faire, je présente comme ça va être mal présenté, mais je vais avoir la note, il n'y a pas de problème. J'ai résolu toutes les questions. Je pense qu'il a pris des parties voir le prof, et le prof a dit, oui, c'est cohérent. Et il est revenu, il me dit, oui, c'est bon, Serge, on croit que tu as tout bon. Ils ont saisi tout ça. Alors qu'en fait, et je lui ai dit à la fin, tu vois, Eric, ce qui s'appelait M. Eric Bûcher, je lui ai dit, tu vois, Eric, la connaissance, c'est quelque chose que lorsqu'on partage, on ne la perd pas. Toi, tu as pensé que si tu partageais la tienne avec moi, ça devait t'enlever quelque chose. Tu avais de l'appréhension quand on m'a mis dans ton groupe, parce que je me suis retrouvé avec toi par accident, puisque j'ai perdu mon binôme. Et comme on était impair, pour que je puisse travailler convenablement, il fallait que je sois dans un trinôme, et on m'a mis dans le sien. J'ai dit, tu as pensé ça,
est-ce que tu te rends compte que tu t'es trompé? Il m'a dit, oui, oui, tu t'es trompé. Je me suis trompé, sincèrement, je te remercie, Serge. On a eu quelque chose comme 17 de moyenne, on a eu la meilleure note, alors que ils étaient à la troisième question, ils étaient bloqués depuis des semaines. Hein. Ils étaient bloqués depuis des semaines. Et moi, j'ai réglé ça en une nuit. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait respecter. C'est pas en quémandant, c'est pas en jouant légitime. Et c'est mon essence. C'est pour ça que je suis parfois dur. Je me dis, on ne doit pas parler aux Africains comme à des enfants. On doit leur parler comme à des hommes, leur dire la réalité. Si elle est brutale, s'ils sont bêtes, s'ils sont sales, s'ils sont débiles, il faut le leur dire avec des mots crus. Arrêtons de les protéger, arrêtons de faire comme s'ils sont fragiles. C'est la seule façon de s'émanciper. Voilà. C'est un peu mon parcours. Voilà, c'est jusqu'aux études. Ça, c'est mon parcours scolaire. Puis après, je suis ingénieur depuis 2008, où j'ai pu travailler pour plusieurs types d'industries, notamment dans le domaine du ferroviaire, qui était mon premier métier, Alstom. Ensuite, j'ai pu travailler dans une boîte près de Nantes, où j'étais responsable du pôle thermique. C'était un bon poste, mal payé, mais c'était une boîte en fait provinciale, avec la mentalité provinciale dans laquelle je ne me retrouvais pas. Donc, je suis parti assez rapidement. Je suis retourné dans le milieu du conseil, où j'ai pu travailler chez Bombardier, qui est l'autre concurrent d'Alstom, qui maintenant juste c'est les deux en fait. Aujourd'hui, Alstom et Bombardier en France, c'est la même personne. Mais à l'époque, ils étaient concurrents sur les trains, on peut voir en France partout. Et ensuite, j'ai pu travailler chez une société qu'on appelait à l'époque Sofinel, qui était la partie qui faisait l'ingénierie pour la construction des centrales nucléaires. J'ai travaillé 3 ans, puis j'ai travaillé pour General Electric. J'ai travaillé pour les gros groupes vraiment pour lesquels j'ai travaillé, c'était au tout début. Puis ensuite, après, j'ai pu travailler pour des maîtrises d'œuvre sur des projets tels que l'aéroport de Paris, des centres d'enfouissement nucléaire et les gares du Grand Paris, par exemple, les nouvelles gares du Grand Paris. Donc, c'est à peu près ça mon parcours. Très lourd. Ouais. Bref, ensuite, Serge, quels ont été les moments décisifs qui vous ont façonné et vous ont conduit à devenir l'influenceur influent que vous êtes aujourd'hui? Alors, influenceur, je pense que c'est un métier. Hein. Donc, je ne suis pas un influenceur. Ce n'est pas un métier. Je pense qu'un influenceur a vocation. Ici, sur l'école est bien, influenceur, ce n'est pas un métier. C'est des gens charismatiques qui influencent. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas un métier à quel vous dans le monde digital, et c'est à partir de quel moment vous, je veux dire, décisif. Alors, c'est très simple. Vous avez senti ce sentiment de sortir et de prendre position pour quel que soit lambda, de prendre position dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une page? Ça se passe très simplement en 2012, où lorsqu'en fait, comment dirais-je, en 2014, autant pour en 2014, parce que quand je suis arrivé en France, j'ai perdu mon père brutalement, donc c'était très compliqué. Ensuite, en 2009, quand je commençais à travailler, j'ai perdu ma mère. J'avais quand même une certaine rancœur vis-à-vis du Cameroun, parce qu'il était presque établi que c'était une négligence médicale, qu'il y avait un médicament, qu'il y avait un médecin qui n'avait pas bien fait son travail. Oui. Et donc, voilà, je m'étais presque détaché de tout ce qui était Cameroun. J'ai quand même compté créer un compte Facebook en 2009, parce que ça m'intéressait de regarder. J'avais i5 avant, donc j'avais tous mes camarades de classe. Quand j'ai vu qu'ils ont migré sur Facebook, j'ai créé mon compte Facebook où j'étais juste là. Et je regardais parfois ce qui se passait. Moi, je voyais que les gens, parfois dans l'analyse, étaient à côté de la plaque. La première fois où j'étais un peu surpris par la réaction des gens, c'était qu'il y avait un certain Delors Kamgen, qui faisait une grève de la faim contre l'augmentation des prix de l'électricité, et je voyais les gens l'insulter avec une rare violence. Je ne comprenais pas que quelqu'un qui se bat pour baisser les prix des consommations soit autant insulté par les gens. J'étais assez surpris par cela. Et donc j'ai décidé d'en parler en fait. J'ai décidé d'en parler. Donc c'était ma première réaction sur le milieu des Camerounais. Puis après, quand j'ai vu que les gens étaient un peu trop débiles, enfin quand je dis débile, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas dans le fond. Vous allez présenter un argument, ces gens ils vont vous parler d'autre chose que de l'argument. Ils vont parler de tout sauf de ce que vous avez présenté. Ils vont tirer tout à côté. Donc c'était fatigant, j'ai laissé tomber. Et puis quand il y a eu quand il y a eu le problème de Nathalie Koa avec Samuel Eto'o, j'avais eu le temps déjà d'écouter un professeur en France qui est philosophe, qui s'appelle Étienne Klein, qui disait que quand on trouve que les choses vont mal, il y a la position confortable qui est de rester dans son canapé et simplement déplorer. C'est-à-dire, vous restez là, vous ne dites rien, vous restez sur votre canapé, vous déplorez la situation, vous dites, ah, vraiment, ces gens-là, ils sont bêtes. Il dit, on a un bon rôle quand on fait ça. On se donne bon rôle quand on fait ça. Il dit, mais on n'est pas un homme. Il dit, un homme, c'est celui qui, lorsqu'il trouve que ça va mal, il rentre dans l'arène, il mouille le maillot. Tu vas te mélanger avec des gens qui ne te ressemblent pas. Tu vas te mélanger avec des ploucs, des gens qui vont te dire que le nucléaire produit des gaz à effet de serre et qui vont t'attaquer dessus par masse pour te dire, toi, je prends un exemple pour vous dire, vous allez être attaqué par vous allez être moins attaqué par des ignorants. Vous allez être attaqué majoritairement par des ignorants, ça va parfois vous frustrer. Mais il a dit, prenez le courage, allez-y. Mais c'est la seule façon de faire. Quand vous trouvez que ça va mal, vous devez vous mouiller. Et c'est comme ça que j'ai commencé, par exemple, à réagir, par exemple, sur le cas de Nathalie Koa. Sur le cas de Nathalie Koa, pour prendre sa défense, en expliquant aux gens que vous ne pouvez pas juger une personne sur ses pratiques. Lorsque les éléments sont sortis de façon frauduleuse à l'extérieur, vous ne devez pas l'utiliser. Vous devez en fait, vous devez vous offusquer du fait que vous ayez vu ça et non pas l'utiliser contre
contre cette personne-là, quoi. Donc, c'est à peu près là que j'ai commencé à parler sur Internet. Et puis, en voyant effectivement que les gens, plus voulaient me museler parce qu'ils avaient bien le sentiment que je n'étais pas très souvent sur Internet. Ils pensaient qu'en m'attaquant, en allant prendre les photos de ma femme qui était enceinte à l'époque, puisque j'ai un fils qui est né en janvier 2015, donc Nathalie, quoi, on est en juin 2014, donc ma femme est enceinte, on va prendre les photos de ma femme, on l'attaque. En fait, ils ont essayé de tout faire pour que je n'ai plus à parler sur Internet, que je quitte complètement les réseaux sociaux. Mais en réalité, lorsque je suis attaqué par des gens de façon injuste, en fait, ça m'excite davantage. C'est la meilleure façon de m'exciter à continuer. Si on veut me faire, si on veut vraiment m'encourager à aller dans une lancée, il faut m'attaquer de façon lâche en espérant que ça me décourage. C'est exactement l'inverse qui va se produire. Donc, j'ai décidé de m'installer durablement sur les réseaux sociaux et de les emmerder au maximum possible. C'est pour ça que quand je prends la parole, c'est de dire ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et qui ne va pas leur faire plaisir. Effectivement. Bon, en tant qu'ingénieur de formation, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette voie professionnelle? Ben, ce qui m'a motivé déjà, c'était mes aptitudes. C'était mes aptitudes déjà par rapport au fait que j'étais beaucoup plus à l'aise en mathématiques. C'était quelque chose que je rêvais de faire parce que je voyais les avions passer, on me disait c'est les ingénieurs qui fabriquaient ça. Je voyais des trains à la télé, on me disait c'est les ingénieurs qui la fabriquaient. Et donc, j'étais assez excité par l'idée de participer à ce genre d'aventure. Mais très rapidement, j'avais compris que ça ne pouvait pas se faire au Cameroun. C'est pour ça qu'en fait, malgré le fait que mes parents n'avaient pas les moyens, j'ai pas trop tenté de faire des études. J'ai pas trop tenté de faire des études, enfin de faire des concours au Cameroun. Je ne sentais pas ma place au Cameroun en fait. Voilà. Ce qui fait que je ne calculais que comment je vais partir du Cameroun. Parce que je savais que je devais travailler sur des projets industriels et travailler dans un environnement où on ne juge que la compétence, on ne juge que ce que je sais faire, il faut partir du Cameroun. Parce que malheureusement, vous savez très bien que vous pouvez être très bon au Cameroun, vous travaillez sur la responsabilité de quelqu'un qui a eu le bon décret, il est médiocre, mais il va vous mettre la tête dans l'eau, quoi. Donc, l'idée de m'écraser dans une boîte parce que je veux sauver mon poste, l'idée d'être obligé d'avaler les couleuvres, d'aller dire par exemple que 32 gigas égale 500 gigas, alors que je suis bien conscient, c'est une connerie que je peux dire. Pour tout simplement parce que je veux protéger mon poste, faire la science pour se fourvoyer, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est la mort. Je préfère me jeter d'une falaise que de venir balancer un discours scientifiquement faux, de façon délibérée, quoi. Pour moi, c'est dans un dégoût. Vous n'avez même pas idée que je préférais rester au Cameroun être pousseur que de faire ça, que de travailler pour un gouvernement, par exemple, qui de temps en temps va me forcer à dire ce qui n'est pas vrai, simplement, et je suis obligé de le faire parce que je dois sauver mon emploi. Voilà. Travailler dans un emploi pareil, ce n'était pas compatible. Ce n'est pas compatible avec moi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc, c'est vraiment la science parce que j'étais passionné par tout ce qui était technologie et j'avais envie de participer à ça dans ma vie aussi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que mon premier métier, c'était Charleston. Parce que quand je suis arrivé en France, la première fois que j'avais vu les TGV, c'était dans un livre de géographie, je devais être en CM2. Je me dis, mais c'est quoi ce train qui a la tête d'un avion? Je ne comprenais pas pourquoi ça avait la tête d'un avion. Lorsque je suis arrivé en France, c'est le premier train que j'ai pris pour aller au Mans. Donc, j'étais très impressionné, j'étais vraiment comme un enfant dans ce train-là. Et quand j'ai passé un entretien chez Alstom et qu'ils m'ont pris, c'était un CDD, c'était même pas un CDI. Pour moi, je préférais y aller quand même. C'était un rêve d'enfant que j'accomplissais, quoi. Waouh, wow. Ça me rappelle le jour où on m'a recruté ici à Munich chez BMW Group, ici, je veux dire, au département des finances. Je me regardais, je comprends ce sentiment-là. Vraiment, chaque carrière est marquée par des défis importants. Pourriez-vous nous parler des plus grands obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours professionnel? Professionnel, pas beaucoup. J'en ai pas. Enfin, dans mon parcours, si c'est mon parcours en général, comme je vous l'ai dit dans une première partie de ma vie, j'étais assez nul en mathématiques. Donc, c'était un obstacle qui m'a quasiment fait à un moment donné abandonner mes rêves parce que je suis arrivé en sixième en ayant comme rêve de pouvoir, parce que je rêvais en voyant les trains et les avions. Je suis arrivé en sixième avec ce rêve-là. Mon père, il nous amenait souvent le jour de Noël, toujours à l'aéroport, voir un avion décoller, en fait. Mon père, il nous a souvent amené. Le jour de Noël, il y avait souvent, tant qu'on était encore à Yaoundé, il y avait comment dirais-je, il y avait toujours une sortie qu'on faisait en famille. On allait quelque part visiter un truc avec nos parents, mon père. Puis on passait, on s'arrêtait chez un photographe et après on rentrait. C'était ça notre sortie. C'était vraiment une des rares fois où on avait une sortie familiale avec notre père, quoi. Et très souvent, il nous amenait à l'aéroport. Enfin, je dis très souvent, il a fait 3 fois. Il nous a amené 2 fois à l'aéroport et 1 fois au Mont-Fébé. Wow. Voilà. La première fois, je crois d'ailleurs, c'est même au Mont-Fébé. C'est la première fois que j'ai pris un ascenseur parce qu'il nous fait rentrer dans une sorte de cabine. J'ai le sentiment que mes pieds font un genre, là, j'ai le sentiment que j'ai des pieds qui se replient sur moi. Il ouvre, on n'est pas dans le même étage. Mais papa, qu'est-ce qu'on faisait là? Il me dit, c'est un ascenseur. Donc, c'était vraiment la première fois que je prenais un ascenseur. C'était mon père qui nous faisait une sortie. Et puis après, les autres années, en partant à l'aéroport, on voyait un avion décoller. J'étais bluffé par rapport à ça. Et j'avais demandé à mon maître à l'école que pour travailler dans les avions, il faut faire quoi? Il m'a dit, il faut faire ingénieur et il faut être très, très bon en mathématiques. Très bien. Et donc, bon, à l'école primaire, ça allait, je n'étais pas nul en maths tant que ça, quoi. Je n'étais pas j'étais pas le meilleur élève. J'étais très bon en calcul mental, mais de façon générale, j'étais assez moyen, quoi. J'étais assez moyen. Et quand je suis arrivé en sixième et en cinquième, j'ai abandonné ces rêves parce que je me suis dit, bah, malheureusement, je ne serai jamais ingénieur parce que je ne comprends pas les mathématiques. Voilà. Et pour autant, je n'avais pas forcément comme destinée de venir en France parce que j'ai fait le concours de la police en seconde. Parce que j'adorais la police. C'est moi un autre truc que j'aimais. Soit être ingénieur, soit être policier, j'adorais. J'ai fait le concours de la police en seconde. Oui. Et,
Il y a un moment, j'ai pas réussi. Voilà. Donc, c'était peut-être ma chance, comme ça. Peut-être ma chance. Je devais arrêter l'école en seconde. Hein, je l'ai fait en seconde. Si j'avais été policier, je serais pas allé où je suis. Donc, c'était finalement une chance. C'était finalement une chance de ne pas réussir ce concours-là. Voilà. Donc, voilà à peu près les embûches que j'ai pu avoir professionnellement. Oui, ben, après, au début de ma carrière, j'ai eu des difficultés parce que j'avais une formation beaucoup plus théorique, mathématique et physique, et travailler sur des projets techniques. Ça faisait que j'avais toujours ce sentiment de vouloir tout théoriser, et c'était assez coûteux en temps. Heureusement, j'avais été prudent par rapport à ça. Quand j'ai commencé à travailler chez Alstom, j'avais dit à mon responsable, attention, je suis beaucoup plus théorique que physique. Il y a plein de concepts que j'ai besoin de mettre en équation pour comprendre, alors que toi, tu le sens parce que tu as l'expérience. Aujourd'hui, maintenant, j'ai plus ce problème-là. Et je disais que ça peut donner le sentiment que je perds le temps sur un sujet pour chercher la précision. Personnellement, il faudra me massacrer. Il faudra que tu me fumes pour que j'ai envie d'apprendre aussi. Certes, j'ai les bases pour travailler, mais sur ce côté-là, je sais que je suis défaillant. Et mon responsable ne m'a pas loupé. Hein. Donc, quand il me voyait trop chercher, il m'allumait vraiment. Et quand au moment où j'ai parti de chez Alstom, il avait dit heureusement que tu m'avais donné l'autorisation de le faire parce qu'au bout de 2 mois, il m'aurait arrêté en fait. Parce qu'il estimait que j'étais trop dans la théorie et pas assez dans la pratique. Quoi. Donc, il m'a dit heureusement que tu m'as donné l'autorisation de te recentrer parce qu'il m'a dit dans certains cas, on a peur de le faire parce qu'on se dit que si on le fait, le mec, il va dire qu'on est raciste, alors que simplement, on est simplement en train d'aider. Il m'a dit, heureusement, tu avais été très ouvert là-dessus, on a apprécié travailler avec toi parce que tu nous as permis de le faire. Quoi. Donc, c'est les petites difficultés que j'ai eues. Et puis, voilà, après, à part ça, j'ai eu un licenciement en 2018 parce que j'ai été piégé par une boîte. Vous savez, quand vous êtes consultant, lorsque vous n'êtes pas en mission, la boîte, en général, a envie de vous positionner quelque part. Elle m'a positionné sur un truc qui n'était pas de mon domaine. J'ai été honnête de dire au client que ce n'était pas le cas. Le client, il a arrêté la mission. Il m'a dit, non, si vous ne vous sentez pas capable, c'est pas la peine qu'on force parce que ce n'est pas votre domaine, je comprends très bien. Et ma boîte m'a licencié pour faute grave. Donc, en plein été, voilà. Soit en plein été, là où il n'y a pas, c'est souvent très compliqué d'avoir des projets qui tombent tout de suite en plein été. Mais j'ai eu la chance que j'ai rebondi assez rapidement. Très bien. Avec une boîte qui m'a proposé un projet à Marseille. C'était loin, mais pour ne pas rester à la maison, je l'ai accepté. Je suis allé travailler à Marseille dans le nucléaire. C'était un projet qui était court, hein, c'était 4 mois. Et quand ça s'est terminé, j'étais encore en période d'essai. Ces gens qui avaient promis de me positionner sur Paris, ils ont préféré arrêter ma période d'essai. Donc, ça vous envoie quand même un message bizarre. Vous dites, mais attends, habituellement, votre métier est très recherché. Comment ça se fait que quelqu'un vous a et il arrête la période d'essai? Donc, vous avez des doutes. Vous vous dites, il s'est passé quoi? Peut-être qu'il y a des choses qui changent. Le marché est en train de s'effondrer ou les gens ne savent plus, les gens n'ont plus besoin de gars comme nous. Donc, forcément, ça vous travaille dans la tête. Et ça fait que je suis resté à la maison quasiment 2 mois. Et c'était horrible parce que j'avais jamais connu ça. J'avais jamais connu 2 mois sans activité dans ma vie. C'était vraiment horrible. Quoi. Donc, c'est une période difficile dans ma vie parce qu'aussi, à l'époque, je n'épargnais pas de l'argent. Mon argent, étant donné que j'avais construit ma maison, que quasiment tous mes petits frères, je les avais fait venir, ils s'en sortaient tous, je considérais que j'ai toutes les assurances qu'il faut s'il m'arrive quelque chose. Je considérais que ma famille est couverte. Donc, j'étais couvert pour tout, sauf en cas où j'ai perdu mon boulot, je n'avais pas envisagé ça. Quoi. Et comme je n'épargne pas, forcément, vous perdez votre travail, vous vous retrouvez très rapidement en difficulté financière, quoi. Votre carte, elle est bloquée. Et ce qui fait que ça ne vous donne pas les bonnes dispositions pour aller passer des entretiens. Quoi. Et donc, vous n'êtes pas bien, vous êtes mauvais parce que vous avez la pression. Et donc, j'en ai tiré une très forte leçon. C'est de dire, par exemple, non, il ne faut plus jamais rester sans l'épargne dans mon compte. Et donc, très rapidement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé de mettre beaucoup d'argent de côté. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de difficultés. Voilà, par exemple. C'est pour dire que j'ai eu des difficultés à la fois au travail, mais aussi hors du travail parce que j'ai perdu ma mère en 2009, alors que j'ai perdu mon père en 2004 et j'ai perdu malheureusement mon frère en 2020. Donc, pour moi, c'est les plus grosses difficultés que j'ai pu affronter depuis que je suis en Europe, quand même, parce que tu ne peux rien faire par rapport à ça. Autant, vous avez des difficultés financières, c'est bon, vous avez juste à vous remettre, à travailler, puis ça va repartir, quoi. Vous avez des difficultés au boulot, vous avez juste à travailler, ça s'arrange, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas vraiment des difficultés, parce qu'une difficulté qui se présente à moi, c'est une source d'enseignement, c'est quelque chose qui va m'alerter sur le fait que je ne sais pas tout. Et donc, il va me forcer à aller travailler quelque chose que peut-être que je n'aurais pas envisagé de travailler avant, quoi. Et donc, pour moi, ce ne sont pas des difficultés en tant que tel, c'est des enseignements. Quand je me trompe, d'ailleurs, vous savez, en science, un scientifique qui n'aime pas avoir raison, contrairement à ce que les gens croient. Quand ils disent la science n'est pas exacte, il n'y a jamais de scientifique qui dit que c'est exact. Un scientifique ne cherche pas à avoir raison, un scientifique cherche la vérité. Si la vérité, c'est qu'il s'est trompé, il préfère ça 1000 fois que quelqu'un qui le trompe en faisant croire qu'il a raison. En fait, il y a plein d'expériences négatives qui ont changé la science. Plein d'expériences négatives. Quand je dis expérience négative, c'est une expérience dont le résultat contredit ce qui était attendu. On a dépensé de l'argent pour observer un phénomène et le résultat contredit ce qu'on voulait observer. En fait, ça a toujours fait progresser la science. Toute la physique d'Einstein est née sur une expérience négative qui a été faite dans les années 1800 par un général et un physicien, Michelson et Morley, qui ont, en voulant mettre en évidence une substance qu'on appelait l'éther, et démontrer que la lumière se propage dedans. Et pour ça, il fallait tester dans 2 configurations, le solstice et l'équinoxe. Parce que la Terre, vous avez la Terre qui tourne dans l'autre sens. Donc, ils voulaient tester de 2 côtés sur les 6 mois pour observer la différence. Ils ont observé en fait que la vitesse de la lumière ne changeait pas, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation dans laquelle tu l'observais, elle ne changeait pas. Et ça a fait tout revoir la physique parce que toute la physique de Newton qu'on connaissait n'était pas compatible avec cela. Et donc, c'est là-dessus qu'Einstein est parti. Donc, vous voyez bien qu'une expérience peut contredire ce qu'on cherche, mais en fait, tout changer derrière. Donc, le scientifique, c'est pour ça que c'est important dans la vie de ne pas chercher à avoir raison, c'est chercher à avoir la vérité. Et si la vérité, c'est que vous vous trompez, vous devez absolument l'accepter. Vous ne pouvez pas concevoir un système en partant d'un mensonge. Et le problème chez nous en Afrique, c'est qu'on aime les mensonges. Pourquoi? Parce qu'on aime les histoires qui nous plaisent.
On va donner du crédit à une histoire simplement parce qu'elle nous plaît, non pas parce qu'on a vérifié que c'est vrai. Et on ne peut rien construire avec ça. Donc, heureusement quand même que la science m'a beaucoup influencé ce côté-là. Je ne cherche pas des choses qui m'arrangent. Je cherche la réalité. Et ce n'est pas parce que je suis parfois très à l'aise pour défendre mes positions, pour être exigeant des arguments en face, que ça veut dire que je cherche à tout prix à avoir raison. Moi, j'aimerais bien discuter avec des gens qui me démontrent mes faiblesses, parce que je sais qu'il y a plein de choses à apprendre. Malheureusement, avec les Camerounais, c'est très compliqué parce qu'ils ne vont jamais au fond. Ah oui. Très rapidement, ils vont vous attaquer, ils vont vous dire votre chemise est froissée, vous avez un beau ventre, vous n'avez rien dans le slip, enfin bref, ce genre de choses. C'est pas avec ça qu'ils vont m'apprendre quelque chose. Donc malheureusement, je suis obligé de faire l'effort moi-même et j'avance. Je suis obligé moi-même de faire tout le travail de recherche moi-même. C'est pour ça que. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses éclairantes. J'espère très bien que mes chers internautes, les plus jeunes, là, vous avez bien écouté. Merci pour ces réponses éclairantes, Serge. Passons maintenant à un aspect fondamental de votre carrière, qui est l'éducation. En tant qu'ingénieur, Serge, quelle importance accordez-vous à l'éducation dans le développement personnel et professionnel d'un individu? Elle est fondamentale, mais en fait, il faudrait qu'on se mette d'accord sur l'éducation. Parce que quand les gens parlent d'éducation, ils vont peut-être s'arrêter que sur la partie instruction. Sur la partie instruction. Mais en fait, l'éducation, ce n'est pas que ça, l'instruction, je crois que c'est 10% de ce qu'on est censé connaître. Je veux dire, vous savez résoudre une équation, ok, très bien, vous n'allez pas loin avec ça, quoi. Donc, il y a plein d'autres choses que vous devez savoir. Par exemple, savoir vivre, savoir se remettre en question. Si vous êtes brillant, vous savez résoudre des équations, mais vous ne savez pas vous remettre en question, vous êtes en danger. Ça veut dire que vous vous trompez sur un projet, par exemple, évaluer la tenue d'une fondation, un immeuble, on vous explique, vous vous trompez, vous dites non, je ne me trompe jamais, vous n'êtes pas scientifique. Vous êtes un danger public. Voilà. Donc, l'éducation, c'est les valeurs. Tu vas remarquer que la plupart des valeurs que je vais présenter, on les a pas chez nous. L'humilité, si vous vous demandez la parole de traduire en votre langue, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous demandez à n'importe qui, humilité, parce que ce n'est pas des valeurs qu'on nous apprend. Chez nous, par exemple, ce qu'on appelle sage au village, c'est des gens qui s'expriment sur tout, parce qu'ils s'expriment sur tout, on les appelle sages, alors qu'ils s'expriment très souvent sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Un sage, en général, c'est un abruti. Je vous dis sincèrement, vous prenez un sage du village, vous regardez son comportement, vous essayez de rattacher une définition du mot. La définition qui colle le mieux, c'est abruti, c'est pas sage. Le sage, c'est quelqu'un qui est conscient de son ignorance. Vous comprenez? Le sage, c'est quelqu'un qui est sincère et qui ne va pas, qui ne va s'intéresser qu'à ce qu'il sait. Donc, il va parler que pour apporter un plus à celui qui est en face. Vous ne pouvez pas apporter un plus à quelqu'un quand vous lui racontez des falaises. C'est pas parce que vous êtes un vieux avec une barbe blanche et vous racontez des histoires d'antan que votre histoire est intéressante et peut aider quelqu'un, quoi. Si j'écoute mon grand-père, je ne peux pas envoyer une fusée sur la Lune. Pourtant, on va dire qu'il est sage. Ouais. Sur la question, il aura peut-être une théorie. Peut-être qu'il va nous parler des avions de nuit. Il aura une autre théorie que la mienne. Mais il ne peut pas envoyer l'homme sur la Lune avec ça. Moi, avec la science, je peux envoyer l'homme sur la Lune. Lui, il ne pourra pas. Donc, il est absolument important qu'on sache se détacher de ça. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon grand-père. Vous savez, mon père, j'ai eu des discussions. Ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec lui. Par exemple, quand il voulait souvent m'expliquer un certain nombre de choses que j'étais censé savoir mieux que lui. Et je me souviens, je disais à mon père, tu penses sans doute que tout ce que je sais, tu sais parce que je suis ton fils. Il m'a dit oui. Il a dit, attends, je vais t'expliquer ça. Et j'ai fait deux cercles concentriques. Donc, il y a un cercle dans un autre cercle. J'ai dit que toi, tu crois que le petit cercle, c'est moi, le grand cercle, c'est toi. En réalité, ce n'est pas ça. Je lui ai dit, je vais te prouver que ce n'est pas ça. Je lui ai demandé de me résoudre une équation paramétrique. Je faisais seconde, parce qu'on fait des équations paramétriques en seconde. Il n'a pas su faire. J'ai dit, voilà. Donc, tu vois, il y a des choses que je sais que tu ne sais pas. Donc, la première configuration que je viens de te présenter ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'on est deux cercles qui s'entrecoupent. Il y a des choses que tu connais, que moi, je ne connais pas. Il y a des choses que je connais, que tu ne connais pas. Et la partie commune, c'est celle que nous connaissons à deux. Voilà. Et il a vite compris, mon père. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je n'ai jamais cédé à l'idée qu'on dise un papa, c'est un sage. Mon papa, il voulait que j'aille faire A. Et j'ai dit à mon père, je sais que tu fais ça pour m'aider. Tu es mon père. Hein. Je crois que tu veux vraiment m'aider quand tu me demandes d'aller faire A. Mais désolé, tu as arrêté l'école en 5e. Donc, tu ne peux pas m'aider sur ce coup-là. Je suis mieux placé pour savoir. Et oui, ce n'était pas manquer de respect à mon père. Imaginez, j'avais suivi mon père. J'étais allé faire A parce que mon père, en tête, il pensait que j'allais faire concours pour être sous-préfet, tout ça. Imaginez, je faisais A et je me retrouvais sans rien foutre de ma vie. Et mon papa, il est décédé en 2004, j'avais 22 ans. J'allais demander des comptes à qui? Donc, vous avez votre vie, c'est votre vie. Vos parents, ils peuvent vous donner des conseils, mais vérifiez quand même que, est-ce que le conseil est pertinent? Est-ce qu'ils ont vraiment les capacités de vous donner un bon conseil dans ce que vous faites? C'est pas parce que c'est votre père qui sait tout. Et il faut savoir dissocier les deux frontières. Quoi. Le papa, on l'aime. C'est pas parce qu'on rejette son conseil qu'on ne l'aime pas. Et c'est pas parce que le papa nous donne un conseil par amour que ça veut dire qu'on est obligé de l'appliquer. Non, il faut aussi lui dire, oui, ton conseil, il est par amour, on l'entend très bien, mais il est désolé, il n'est pas applicable. Il faut le dire. Et ça fait forcément que dans la famille, bon, mes parents, ils avaient réussi à comprendre ça, mais vous savez, dans la famille, non, ils n'ont pas forcément compris. Donc, ce qui fait que j'ai eu quelques problèmes familiaux avec des gens qui ne comprennent pas le style, quoi, qui ne comprennent pas le style. Bref, mes chers internautes, nous avons compris avec Serge que l'éducation est le pilier essentiel pour le progrès, parce qu'il a parlé de l'avion, vous avez bien compris. Donc, selon vous, Serge, comment l'éducation en Afrique, et plus précisément au Cameroun, pourrait-elle, disons, être améliorée pour mieux répondre aux besoins actuels du marché du travail? Alors, en fait, déjà, il faut qu'on arrête d'expliquer aux Africains qu'on peut développer un pays avec l'informel.
qu'on arrête à chaque fois de mettre comment dire, de faire la promotion des vendeurs d'eau glacée, par exemple. C'est très bien, hein, c'est un métier, des gens qui se débrouillent, mais on ne peut pas développer un pays en vendant l'eau glacée, en vendant des plantains brûlés avec des prunes sur le bord de la route. Je ne me moque d'aucun métier, j'ai été pousseur, hein, pour information. Dans mon enfance, le métier que je faisais après l'école, le dimanche, j'étais pousseur. Bon, je suis pas en train d'attaquer, mais quand j'étais pousseur, je n'avais pas la prétention que je développais le Cameroun. C'était juste un petit gamin qui allait chercher de quoi avoir l'argent de poche. Je contribuais à rien au développement du Cameroun et à aucun moment j'aurais pu être utile pour le Cameroun. Donc, pour ça, il faut un cadre qui est intéressant, il faut des moyens, et il faut que le gouvernement soit conscient. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle un serpent qui se mord par le queue. Pour que le gouvernement en soit conscient, il faut que les Camerounais, eux, en soient conscients. Parce que si vous avez, je vais te poser une question, je vais te mettre à contribution, même si je sais que c'est toi qui poses des questions, Juliette. Si on met une église à Mokolo, et on met une école d'ingénierie, et on met les Camerounais devant, on leur dit de choisir un bâtiment, lequel va se remplir en premier, d'après ce que tu sais des Camerounais? L'église de Mokolo. Merci. Ouais, c'est l'église. Ce qui veut dire que nous, on a une population qui ne considère pas l'éducation comme prioritaire. C'est pour ça, par exemple, pour le gouvernement peut ne pas construire, le gouvernement peut ne pas construire des écoles, c'est pas un problème, il peut même fermer une école même pendant 6 mois. Les gens, ça ne va pas les déranger, ce sera peut-être l'occasion d'envoyer les enfants au champ, par exemple. Hein, voilà. Par contre, si on ferme les bars, c'est dangereux. On est d'accord, c'est tout. On sait tous, par exemple, qu'il ne faut surtout pas fermer les bars. Donc, parce qu'on sait très bien que les Camerounais sont attachés à ça. Si vous fermez les bars, vous pouvez créer une émeute. Donc, il faut d'abord que les Camerounais soient conscients que l'éducation, c'est important. Si les Camerounais en sont conscients, sont exigeants, l'État sera obligé d'y mettre les moyens. Et si on y met les moyens, ça veut dire mettre les moyens, ça veut dire avoir des infrastructures correctes et des enseignants mieux payés. Mais aussi, ça ne suffit pas. Si votre éducation peut être annulée par l'environnement familial, vous avez Marx qui disait qu'on a la conscience de nos origines, ce qui veut dire qu'on est très souvent plus influencé par nos origines que par ce qu'on apprend à l'école. Ce qui fait que je suis extrêmement rationnel dans ce que je fais. C'est parce que j'ai eu des parents rationnels, même s'ils n'étaient pas forcément parfaits. Et je n'ai pas été influencé par une langue ou par une tradition. Mes parents nous ont mis à la distance. Ça, je ne sais pas parler ma langue. Je suis les Tchang, mais je ne parle pas le Tchang. Les traditions Tchang, mes parents ne nous ont pas impliqués là-dedans. Ce qui fait que quand j'ai un problème en face de moi, je raisonne avec les outils que j'ai eus. Le problème avec beaucoup de personnes, si vous avez des gens qui ont des croyances, vous allez avoir quelqu'un qui va aller apprendre la chute. Vous savez, un corps lâché dans le vide, chute vers le centre de la Terre. Et puis, il apprend aussi quelque part qu'il y a l'avion de nuit. Vous avez deux choses qui contredisent. L'avion de nuit, ça contredit très clairement la théorie sur la chute libre. Oui. Il a entendu son père en parler, il a entendu son grand-père en parler, il a entendu son oncle en parler. Tous ces gens, il les aime. Et nous, comme on fonctionne beaucoup plus par l'émotion, dit que ce qui pense est bête, dit que la chute libre est vraie en tout temps et en tout lieu, ça revient à dire que mes parents sont des débiles. Ils croient en quelque chose qui n'a aucun sens. Il ne peut pas l'accepter, le coût est trop élevé. Et donc, il va se retrouver dans une certaine dualité, où d'un côté, quand il est à l'école, il est scientifique, et quand il est à la maison, il est traditionnel. Or, la science, c'est une philosophie de la totalité. Ça veut dire que la science vous dit à la fois comment penser et comment agir. Ce n'est pas comment penser dans certaines circonstances et après agir de façon irrationnelle dans l'autre. La science vous dit, c'est quand vous utilisez en science, la science, la démarche scientifique, c'est la meilleure façon de comprendre le monde. Je dis, on n'a pas forcément toutes les réponses avec la science, mais à l'évidence, en 2024, c'est l'outil le plus perfectionné pour comprendre le monde. Vous utilisez tout autre moyen, vous arrivez à des absurdités, malheureusement. C'est l'outil le plus performant. Et quand vous la délaissez ou faire la part belle à des croyances qui ne sont ni justifiées, ni visibles, ni factuelles, vous renoncez à la connaissance, vous renoncez à des années de travail, des travaux d'ingénieurs, de scientifiques, des docteurs qui nous ont précédés pour ça. Et c'est pour ça que je trouve parfois dommage des gens qui vivent en France et qui, par exemple, ont des problèmes d'accouchement, vont au Cameroun chez un marabout. C'est le renoncement à toutes les connaissances qu'on a eues depuis. Voilà. Et ça, c'est le manque de rationalité qu'on a parfois. Et ça, c'est un problème. Dans un monde où les gens croient à la sorcellerie, vous ne pouvez pas construire un avion. Parce que déjà, dès que vous êtes bon à l'école, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire, attention, protégez-le, on va le tuer. Donc, déjà, même quand vous êtes bon, on vous exprime que vous n'avez pas le droit d'exprimer votre connaissance. Moi, j'ai connu ça. Mais je n'avais pas peur de ça parce que je ne crois pas à ça. J'avais dit aux gens, les mecs, arrêtez vos bêtises, ça ne marche pas. Vous pouvez m'attacher comme vous voulez et je vais réussir ce bac-là avec mention. Donc, je n'avais aucun. J'ai dit parce que ça ne dépend que de ce que je vais écrire. Point à la ligne. Et alors, les gens disent parfois que oui, on peut corriger ta copie, on peut mal corriger ta copie, mais il y a 10 copies, Juliette. Comment 10 profs vont se tromper sur tes 10 copies, 10 profs différents vont se tromper sur tes 10 copies dans le même sens, c'est-à-dire pour te donner des mauvaises notes. C'est un événement peu probable. En général, quand vous écrivez bien au bac, vous réussissez. Point à la ligne. Il n'y a pas de oui, on s'est trompé sur ma copie, oui, on m'a attaché au village. Mais dans un monde où on croit à ces choses-là, ça limite clairement l'intellect. Et ça, malheureusement, c'est notre pays, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis forgé. Je suis toujours rationnel quand j'aborde un problème. Vous ne me verrez pas en défaut là-dessus, parce que je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à l'aborder de la façon la plus juste possible. Et si je me trompe, je serai très heureux, mais vraiment très heureux, que quelqu'un m'apporte la contradiction en me disant tu t'es trompé à cet endroit, c'est mauvais. Et puis voilà, quoi. Très bien. Très bien, Serge. Abordons maintenant, je vais dire les défis spécifiques auxquels l'éducation fait face dans notre pays, le Cameroun, parce que j'ai reçu beaucoup de questions depuis que j'étais annoncée. Vraiment, ma boîte, je ne sais pas, beaucoup de personnes ont des questions. On dormira ici. Donc, quelles sont, moi, je me croyais tellement.
détester que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. Ah non, mais c'est tout le contraire. Peut-être ailleurs, mais pas sur Graceville TV. On vous aime très bien ici. Mes followers, mes internautes vous adorent. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'éducation des enfants au Cameroun? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le manque d'infrastructures, il y a des enseignants qui ne sont pas bien payés. Oui. C'est un problème. Moi, je trouve ça dommage parce que quand on donne nos enseignants à des gens, c'est eux qui passent le plus de temps, aux gens, pardon, c'est eux qui passent le plus de temps avec nos enfants. On a quand même envie de savoir qui mange à la maison. Donc, pour moi, un enseignant qui n'est pas payé, ça me fait terriblement mal. Il y a par exemple dans les conditions de vie des enseignants, les conditions dans lesquelles ils enseignent, et le matériel qui est mis à leur disposition. Ça, c'est le premier obstacle. Donc, de ce côté-là, on est totalement défaillant au Cameroun. Il n'y a pas métier, il n'y a pas matière à chercher beaucoup, à chercher trop loin. On est totalement défaillant. Si vous avez été à l'école, dans une école au Cameroun et que vous accompagnez vos enfants ici à l'école, vous voyez le fossé qui est entre les deux. Voilà. Comprenez pourquoi ils fabriquent des Audi, des Renault, des Airbus, et pourquoi chez nous, on vend les prunes et l'eau glacée. Donc, c'est un peu radical. Donc, il y a ce premier défi. Il y a aussi l'environnement familial où les parents doivent s'impliquer dans l'éducation. J'ai eu la chance. Ma mère, jusqu'en CM1, nous, on faisait les devoirs tous les soirs, s'assurer qu'on ait fait nos devoirs, s'assurer qu'on était parti se coucher. À partir des CM1, c'était un peu compliqué pour elle parce que, comme je vous ai dit, elle a arrêté l'école. En CM2, on avait un répétiteur qui faisait le travail. Donc, il faut vraiment que les parents s'impliquent. Et d'ailleurs, mon job favori quand j'étais en fac, c'était enseigner. C'est répétiteur, en fait. Je gagne de l'argent avec ça. Donc, les parents avaient encore cette conscience de payer des gens pour renforcer l'éducation. Puisque je vous ai dit, ce que vous apprenez en classe, c'est à peine 10% de ce que vous devez savoir. Et les parents payaient des gens à la maison pour renforcer l'éducation des enfants. J'ai quand même bénéficié de cela. Et c'était vraiment une autre époque. Je ne suis pas certain qu'il y ait des parents qui font encore ça aujourd'hui. J'ai le sentiment que les enfants sont très souvent abandonnés par eux-mêmes parce qu'on a de plus en plus de parents. Vous savez, quand on était jeune, Juliette, nos mamans ne travaillaient pas. Je pense que ta maman ne travaillait pas. Il y avait un parent qui faisait ça. Voilà. Aujourd'hui, les conditions de vie sont tellement difficiles qu'avec un salaire, il est pratiquement impossible de s'en sortir. Donc, vous avez deux parents qui travaillent, ils n'ont pas trouvé une solution de substitution pour que l'enfant garde un certain cadre. C'est pour ça qu'on retrouve des actes dans des écoles aujourd'hui, des gens qui vont à l'école avec des tessons de bouteilles, la drogue, les armes, que je n'ai pas connu. On était juste des troubleurs, des rigolos, en fait, à mon époque. Quand on disait que tel élève, c'est un gros troubleur, ce qui était très souvent mon cas, c'était juste le type qui balançait des bonnes blagues, quoi, pour faire rire. Effectivement. On n'a pas connu ce genre. C'était pas des gens qui allaient agresser des proviseurs, comme on a vu récemment, des gens qui tabassaient un proviseur, des gens qui bagarraient avec des enseignants. Je n'ai jamais connu ça. Pourtant, on était quand même des sacrés pointus en termes de troubles. Nous, on bavardait, on embêtait les gens. Et quand le professeur dit allez vous coucher là-bas à plat ventre, nous, on allait se coucher, on ne discutait pas. On ne défiait pas le professeur. De toute façon, moi, je défiais le professeur. J'aurais été pendu par mon père. Donc, Serge, vraiment. On va continuer. La technologie joue un rôle de plus en plus crucial dans divers domaines, y compris l'éducation. Discutons donc l'impact. Quel est, selon vous, l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse camerounaise, notamment en termes de discernement et de raisonnement critique? Je dirais mineur. On a tendance à surévaluer l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse camerounaise, mais on commet un biais de sélection. Pourquoi? Parce que pour être sur les réseaux sociaux, il y a deux conditions qui doivent être remplies, Juliette. Comme tu le sais, il faut avoir les moyens de disposer d'un smartphone. Première chose, qui n'est pas donné à tout le monde. Deuxième chose, quand je dis un smartphone, un bon smartphone. Deuxième, il faut disposer d'une connexion permanente, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, en fait, quand on compute sur la jeunesse camerounaise à partir de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a un biais de sélection. Le biais de sélection ici, c'est le fait qu'on se fie sur ceux qui ont les moyens. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens. Et je pense que si j'avais été de la jeunesse camerounaise en 2024, si en 2024 j'avais été un jeune de 14-15 ans, j'aurais pas eu les moyens d'être sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, on a souvent tendance à surévaluer. Par exemple, je dis ça quand il y a des femmes qui sont sur Internet, qui filment à poil, on dit ils vont influencer la jeunesse. C'est une exagération d'un phénomène. C'est un peu comme si vous demandez à tout le monde qu'est-ce qui est plus dangereux entre l'avion et le vélo. La plupart du temps, les gens vont vous dire l'avion. Parce qu'ils surestiment. Parce que, étant donné qu'un crash d'avion a beaucoup plus d'impact que 10 000 accidents de vélo en une journée, les gens oublient qu'en fait, oui, il y a un crash tous les, je sais pas, il y a un crash tous les 5-10 ans. En revanche, dans le monde entier, il y a 10 000 accidents de vélo mortels. Donc, les gens pensent que l'avion est dangereux parce que une fois qu'on est là-dedans, s'il y a un problème, on est coincé, alors qu'en réalité, c'est l'appareil le plus sûr. Donc, c'est le vélo qui est plus dangereux. Et ça, même sur les réseaux sociaux. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, si vous regardez les réseaux sociaux africains, c'est lamentable. Je suis d'accord avec vous. C'est lamentable. C'est une piètre image de l'Afrique. C'est du dérisoire. Les gens ne cherchent qu'à se distraire en permanence. Et même quand les gens font des vidéos, c'est des vidéos où elles dansent, Extremus le derrière. Donc, même les hommes, d'ailleurs, parce qu'au départ, on parlait d'Extremus le derrière, on croyait que c'était que les femmes, mais même les hommes sont rentrés dans la danse. Visiblement, ça donne de l'argent, donc tout le monde veut son gâteau. Et ça fait qu'au final, dès que quelqu'un a presque 10 000 vues sur Internet, il pense qu'il devient une autorité pour réagir sur tous les sujets. Voilà. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'à une époque, quand j'étais petit, moi, je l'ai vu à mon père. Mon père ne réagissait dans un domaine que s'il était compétent. Je trouvais parfois mon père, il était très sensé. Il avait un œil scientifique. Il savait, par exemple, par approximation, on est en train de creuser un trou. Par approximation, il arrivait à dire, je pense que c'est à peu près tel volume. Et ça m'arrivait de faire le travail d'aller mesurer le diamètre
mesurer la profondeur, de calculer, ça a quelque chose près, ça donnait ce que mon père a donné. Je disais, putain, le mec, je ne sais pas comment il fait. Donc, mon papa, je trouvais qu'il avait quand même des capacités qui étaient très importantes. Il lisait énormément les journaux, il lisait pas mal, quoi. Mon père, il lisait beaucoup, ce qui fait qu'il avait une certaine culture. Et ce qu'il lisait, il l'appliquait. Et je trouvais parfois qu'il donnait beaucoup d'honneur à des gens qui avaient des doctorats, mais qui raisonnaient comme des cruches, quand même. Parce que, mec, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le diplôme que tu as, c'est comment tu raisonnes, comment tu construis ta façon de penser. Et depuis tout petit, j'avais déjà cette exigence de voir les gens construire leur raisonnement. Et je trouvais que mon papa, de ce côté, il était très bon, il n'avait pas à rougir face à ces gens, mais il rougissait face à ces gens-là. Donc, ce qui fait que. Donc, on est vraiment sur une autre époque où les gens vont s'exprimer sur ce qu'ils ne savent pas, simplement parce que, bon, voilà, je me mets en live, il y a 2000 personnes qui me regardent, donc je suis une figure, donc je peux m'exprimer sur plusieurs. On a récemment une personne qui s'est exprimée, qui a jugé bon de s'exprimer sur l'homosexualité d'une personne. Je pense qu'on est dans ce qui relève des libertés individuelles. On doit arrêter à chaque fois d'utiliser nos traditions pour s'enfermer. L'Europe dans laquelle nous vivons, ils avaient la tradition. Effectivement. Je ne sais pas à quelle année tu es arrivé en Europe. Si je prends le cas de l'homosexualité, au moment où tu es arrivé en Europe, c'était mal vu. Parce que les gens n'avaient pas de connaissances. On les jetait des cailloux dessus. Quand je suis arrivé en France, on les jetait des cailloux dessus. On voyait des hommes avec les mains, c'était par la main, on jetait des cailloux sur eux. J'ai connu ça. Donc, quand les gens disent que c'est une tradition européenne, ça me fait rigoler. Donc, vous voyez qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Mais simplement, il y a des gens beaucoup plus brillants qui ont travaillé dessus, qui ont compris que ce n'était pas une déviance, c'était une nature. Les gens, ils sont naturellement par là. On a observé sur plusieurs animaux, des chiens et des lions. Et donc, ils ont conclu qu'en fait, détester ces gens pour ce qu'ils sont, c'est presque comme si on détestait une fille pour ce qu'elle est. Effectivement. Et chez nous, on a des gens qui considèrent qu'on peut accepter du blanc des téléphones, des écrans plasma, des meubles, des frigidaires américains. Mais par contre, quand ils disent que l'homosexualité, c'est naturel, on ne doit pas accepter. Parce que notre tradition refuse. J'aurais aimé qu'ils disent la même chose avec la voiture. Ben, refusez la voiture des Blancs. Parce que votre tradition refuse. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne construisez pas. Je partage cette idée aussi. Ouais. Refusez des téléphones portables. Les gens peuvent nous regarder là grâce au téléphone portable parce que la seule technologie de communication typiquement est 100% noire sur le tam-tam. On aurait eu beaucoup de mal à réunir 1170 personnes à travers le monde entier. Ça, c'est peut-être, il y en a encore au moins le triple qui regarde par la fenêtre. On aurait eu du mal à rassembler autant de personnes avec un tam-tam. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas faire du cherry picking, c'est-à-dire quand ça me va chez le blanc, je prends. Et puis quand ça me va pas, je dis ah non, ça c'est la fête. Même ça, je valide. Ouais. Voilà, on est en 2024. Il faut grandir, on était tous homophobes. L'homophobie, c'est un sport national chez nous. J'ai eu mon adolescence au Cameroun, j'étais homophobe, convaincu comme tout le monde. Je considérais qu'on devait les tabasser. Oui, bien sûr. Les gens qui ont tabassé Shakiro récemment, ils raisonnent exactement comme je raisonnais quand j'étais au lycée. Quoi. Voilà. Mais quand on grandit à 42 ans, on ne peut pas avoir le même raisonnement sur une question. Vous savez, Descartes disait qu'un adulte, c'est celui qui est capable de remettre en question ce qu'on lui a dit quand il est petit. Voilà. Ça veut dire que si tu passes ton temps à grandir avec l'idée que mes parents m'ont dit que telle chose n'est pas bien, je sais que tu es peut-être vieux, mais tu n'es pas un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de dire oui, on m'a dit quand j'étais petit que c'était ça. Mais au fait, c'est vrai. Et c'est parce que les Européens appliquent ça que nous, on évolue. Il suffit de prendre le mortier que vous aimez le tarot, j'imagine. Il suffit de prendre le mortier. Il suffit de prendre le mortier. Vous regardez le mortier depuis que vous étiez tout petit, jusqu'au en 2024, hein, partez seulement de 1980 jusqu'en 2024, vous allez regarder, c'est la même chose. Les gens qui fabriquent le mortier fabriquent pareil. Regardez à côté les moulinex. C'est parce que quand quelqu'un construit quelque chose, il y a une personne qui vient critiquer, qui dit oui, certes, tu es mon ancêtre, tu as fait ça, mais moi, je suis ton petit-fils, je peux faire mieux parce que j'ai acquis des connaissances que tu n'avais pas quand tu as fait ça. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Donc, une société dans laquelle on passe le temps. Ouais. Ouais, une société dans laquelle on passe le temps à dire que les ancêtres ont raison. Donc, comme ils ont dit que l'homosexualité est mauvaise, on ne peut pas dire que c'est bon en 2020. Quand nous sommes des Bantous, oui, mais sur les Bantous aussi, Poutou, à ce moment-là, vos ancêtres Bantous communiquaient avec des téléphones portables. Qu'est-ce que le téléphone portable vient foutre dans votre poche alors si vous êtes Bantous? Vos Bantous, quand ils allaient au mariage, c'était le matango, l'huile de palme et l'huile de raffia. Qu'est-ce que c'est que les champagnes qu'on voit dans vos fêtes? Qu'est-ce que c'est que ces vins rouges? Donc, si vous êtes Bantous et vous ne prenez rien des autres, allez jusqu'au bout. Habillez-vous avec les peaux d'animaux et les feuilles d'arbres. Habillez-vous avec ça. Et puis voilà, vous vous habillez seins nus comme vos ancêtres fonctionnaient. Tu portes le costume italien, tu es bien frais. Tu portes la sebago. Tu dis, ah, vraiment, tu passes tes habits. Tu dis, ah, putain, tu es agneau, hein, tu es frais, tu es content. Et puis, ça vient du blanc, ça. Et puis, quand on te dit, oui, mais eux aussi, ils te disent que l'homosexualité, c'est naturel. Ils ont étudié, ils le savent. Donc, ils ont compris que ça ne sert à rien de maltraiter les gens. On doit l'ordinateur que nous utilisons là, Juliette, grâce à un homosexuel. Imagine, il avait été tué par ses parents parce qu'il est homosexuel. Alan Turing. Effectivement. On n'est pas tellement en train de parler. S'ils en sont arrivés à ça, ça veut dire que c'est des êtres humains qui sont différents de nous, mais qui ont des capacités, et on a aussi besoin de leurs capacités. Wow, je vais couper un tout petit peu parce que je vois comment les internautes. Je n'ai pas encore eu assez de cas comme ça, franchement. Et là, j'ai une question de mademoiselle Fouda du côté de Miami. Et elle a insisté. Elle m'a dit, il faudrait que tu poses cette question à monsieur Serge, le procureur. Elle m'a dit, comment pouvons-nous éduquer les jeunes pour qu'ils utilisent les réseaux sociaux de manière constructive et éviter les pièges de la désinformation et des manipulations? Elle me dit, il va répondre ça, j'attends. Elle est bien installée, elle écoute. Très bien. Alors, sur les réseaux sociaux,
dans les réseaux sociaux camerounais, par définition, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, cherchez les pages où il n'y a pas grand monde. Voilà. Dès que vous commencez à voir des gens qui se mettent en live, ils font 4000 vues, sachez que vous n'avez rien à prendre chez eux. Pour une raison très simple. Nous, les Africains, nous sommes paresseux. Notre cerveau. Alors là, je vais dire quelque chose qui est. Beaucoup de Français vont dire que c'est pareil chez nous. Hein. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la même échelle. Moi, je connais beaucoup de pages scientifiques européennes qui font des millions de vues. Je ne connais aucune page africaine qui fait des millions de vues par la science uniquement. Ça n'existe pas. Je suis l'un des rares Africains à essayer assez souvent, de les initier, de les intéresser à la science. J'essaye. Vous allez remarquer que quand je vais parler de science, il y aura 20 personnes qui vont regarder, 40, 50. Comme actuellement, quand je vais trucider une menteuse, une idiote, et que ça fait un peu des choux gras, vous avez des milliers de personnes qui viennent regarder. Elle est là, la différence. Ce qui veut dire que malheureusement, mais sauf qu'en fait, ça ne m'a pas poussé à changer. À chaque fois que je suis dans mon rôle, c'est de révéler l'imposture. Sauf qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus compréhensible par les gens, et les gens, ça va les intéresser parce que ça se mêle avec leurs émotions, ils sont nombreux. Mais de façon générale, vous savez, on dit souvent, il y a quelqu'un qui disait que, je crois que c'est Anton Tchekhov qui disait que il y a, pour une société défaillante, quand pour chaque esprit éclairé, vous avez 1000 sots. Alors, je vais utiliser le terme qui est très propre à moi, qui est beaucoup plus gentil que ça. Pour chaque personne éclairée chez nous, dans notre communauté à nous, il y a 1000 abrutis. Donc, quand vous êtes éclairé, sachez que vous devez faire face à 1000 abrutis. C'est ce qu'on avait demandé, en fait. C'est vraiment le signe d'une société défaillante. Par exemple, dans une société défaillante, comme je disais tantôt, la majorité va toujours rester ignorante. L'homme raisonnable est fustigé, est attaqué, est dominé dans les discussions. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va vouloir s'exprimer, tu as 1000 personnes qui vont vouloir l'écraser. Tu as 1000 personnes qui vont l'attaquer, qui vont le calomnier parce qu'ils ne peuvent pas l'attaquer sur le fond. Donc, quand vous voyez que dans une société défaillante, vous avez une personne qui est éclairée, quand vous voyez que tout le monde l'attaque, on est différent. Par exemple, dans une société défaillante, vous allez voir des chansons dont les paroles sont complètement vides. Dans une société défaillante, vous allez avoir un chanteur qui ne sait même pas écrire des paroles. Par exemple, quelqu'un qui récemment s'est fameux avec plusieurs chaînes, je ne vais pas prononcer son nom tellement ça me dégoûte. Lui, il va, à partir du moment où il fait le buzz, et qui fait plein de vues sur Internet, il va devenir une référence. Par exemple, s'il s'exprime sur le nucléaire, chose qui est mon domaine, les gens vont lui donner plus de crédit à moi parce qu'il y aura 20 personnes qui seront en train de me regarder, alors que chez lui, il y aura 600 personnes qui vont écouter ses élucubrations. Et donc, on va dire qu'il a raison. Donc, ça, c'est le signe d'une société défaillante. Donc, clairement, la question, c'est avant d'arriver sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce que vous venez faire. Si vous venez chercher la distraction, oui, à ce moment, peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des recherches par ailleurs, et vous estimez que ce n'est pas sur Facebook que vous allez apprendre, et que quand vous venez là-bas, c'est vraiment pour mettre vos cerveaux en pause. Oui, à ce moment, vous pouvez aller sur des pages de Congossa, des pages de certaines femelles qui sont souvent assez très intelligentes pour vous entretenir, avec leur poitrine, tout ce que vous voulez. Voilà, ça dépend de ce que vous venez faire. Maintenant, si vous êtes sur Internet, parce que vous dites, vous allez rencontrer des personnes qui pensent comme vous, dans un cadre autre que votre cadre académique, partagez et essayez d'entraîner la jeunesse. Ah oui, vous pouvez le faire. Ça existe. Il y en a plein qui l'utilisent. Les Français utilisent leurs réseaux sociaux à bon escient. Les Coréens, d'ailleurs, utilisent. Moi, j'ai vu une fois un gars qui s'est mis en live, c'était un Chinois ou un Coréen, je ne sais plus. Il avait essayé de résoudre sans calcul intégral, sans intégral. Il a mis ça. Et la vidéo fait 5 millions de vues. Wow. Voilà. Vous imaginez, moi, là, je vais mettre en live pour dire, je vais résoudre sans intégral. Donc, à ton avis, combien vont rester jusqu'au bout? Je pense qu'il y a des fortes chances qu'il y ait 3 ou 4, ou peut-être c'est mon petit frère qui va rester à me regarder. Histoire de dire, je ne vais pas laisser mon frère tout seul. Voilà. Ouais. C'est ça le propre d'une société différente. C'est là le problème à la base. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va avoir la solution. Le problème, il est en amont. Éduquer les gens pour que quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, là, ils se dirigent naturellement vers les endroits où ils vont avoir une plus-value et où eux aussi peuvent apporter une plus-value. Parce que dans un contexte où tu as une plus-value, c'est un contexte où tu as l'expression pour aussi apporter ta plus-value toi-même aussi. Vous voyez. Malheureusement, sur Internet, les personnes qui sont combattues, c'est des gens comme moi. Vous remarquez que je n'ai jamais été pris à défaut quelque part, mais mon nom est beaucoup plus cité pour être insulté que le nom de beaucoup de gens dont on connaît les phrases toutes les semaines. Parce qu'on est en face d'une société défaillante. Les gens, ils vont réagir en se reconnaissant plus envers ces gens-là. Ils vont avoir une certaine indulgence. Parce que moi, récemment, là, il y a une actualité, puis je crois que tu la connais, l'actualité. Si ça avait été moi qui étais pris en défaut de mensonge et d'imposture, comme cette personne, je n'aurais eu aucun cadeau. Effectivement. Je n'aurais eu aucun cadeau. Mais cette personne, elle a un cadeau. Pourquoi? Parce que les gens se reconnaissent en elle. Elle est médiocre de base. Alors que moi, malgré le fait que j'ai toujours prôné l'excellence, en prenant l'excellence, vous vous éloignez de la plupart des Camerounais. Donc, ils ne vous aiment pas, ils ne se reconnaissent pas en vous. Et quand vous avez un problème, ils ne vont jamais vous défendre. Moi, je ne suis jamais défendu quand je suis calomnié. Mais les pires racailles, les pires raclures camerounaises trouvent des gens pour les défendre, et y compris même parfois venir m'attaquer. Voilà. C'est ça le propre d'une société défendante. C'est des gens qui viennent sur Internet pour former un clan. Ils ont besoin d'entrer ensemble, comme à l'époque, il est incontestable que par le passé, vivre dans un village, dans un clan, ça vous assure un certain confort. Vous avez le pied cassé, le voisin pourra vous nourrir. C'est contraire aux sociétés individuelles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, où vous avez le pied cassé, c'est vous qui subissez les conséquences. Il est incontestable que c'était pratique il y a de cela 300 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est dans une société qui est libéralisée, qui est individualiste. Mais les gens continuent d'avoir cette mentalité de clan qui recherche sur Internet. Ils arrivent sur Internet. Nous sommes le clan des anti-Anongo. Nous sommes le clan de telle personne. Et comme on est le clan de cette personne, toute chose que la personne en face va dire, même vrai, nous allons l'attaquer, nous allons le traiter de menteur, nous allons l'humilier. Ouais. Voilà. Et donc, malheureusement,
on se retrouve avec ça. Donc, les gens viennent sur Internet parce qu'ils viennent chercher des gens qui leur ressemblent. Ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est une société en amont qui est défaillante. Les gens éclairés comme moi vont chercher les gens éclairés. Mais ils sont rares. Effectivement. Donc, par contre, les abrutis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un esprit éclairé pour 1000 abrutis. Je trouve qu'Anton Tchekhov n'est pas allé au Cameroun. À mon avis, il a fait son analyse en Europe. Parce que moi, je pense qu'il en a fait au Cameroun. On est plutôt dans un rapport de 1 sur 50 000, quoi. Effectivement. Sur 50 000 abrutis. Ouais. Voilà. Et donc, vous avez du mal à trouver des gens qui vous ressemblent. Par contre, les abrutis se retrouvent assez rapidement. Et ils sont les premiers à dire tu fais les lives, il n'y a que 20 personnes qui disent tu n'es rien. J'ai dit oui, je suis rien dans un pays où Cynthia Fiangan, si elle se met en live, il y aura 50 000 personnes qui vont la regarder. Allez, les gars, bravo, tu crois me faire mal, mon coco, mais tu es en train de dire que tu es dans une société défaillante, c'est toi qui te tires une balle dans le pied. Si tu vis dans un pays où parce que moi je viens essayer de te tirer vers le haut et que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas envie de réfléchir, et finalement, il n'y a que 20 personnes qui me regardent, au lieu de déplorer ça, de dire putain, c'est le signe quand même qu'on est plus porté par la distraction, des basses choses, tu t'en réjouis. Ça veut dire que, mais mec, tu es en train de dire que tu mérites le président que tu as actuellement. Voilà. Donc, c'est autant de choses qui nous permettent à chaque fois d'expliquer aux gens, à titre personnel, on a arrêté de faire la politique parce que vous ne pouvez pas aimer un peuple plus qu'eux ne s'aiment. Voilà. Waouh. Je veux dire, quel débat riche parce que j'apprends beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est que nous savons que l'école est bien. Ça veut dire que même quand on est seul, on est visionnaire parce qu'il y a tout ce qu'on appelle la vision. Même si les gens vont en clan, parfois les clans se désolidarisent. On a vu dans les réseaux sociaux camerounais beaucoup de choses. Si on retourne, il y a des personnes qui, 5 ans, 6 ans en arrière, ils étaient tous ensemble. Et aujourd'hui, on se rend compte dans quelle merde ils sont pour dire que l'excellence va toujours finir par primer. Les parents et la communauté, comme on a entendu, tu l'as dit dès le départ, jouent également un rôle crucial dans l'éducation, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Explorons donc cette dimension, Serge. Quel rôle les parents et la communauté peuvent-ils jouer dans l'éducation et la protection des enfants contre les abus et les manipulations, surtout des réseaux sociaux? Transmettre des bonnes valeurs aux enfants. Par exemple, si vous apprenez à votre enfant que voler n'est pas bien et que vous l'incarnez, parce que mon père, non seulement il nous apprenait que voler n'est pas bien, mentir n'est pas bien. Je n'ai pas vu mon père mentir. Je ne dis pas que mon père ne mentait pas. Hein. Probablement qu'il devait être aussi un peu un menteur, puisque on a toute cette tendance à idéaliser les parents. C'est de faire en sorte que les vices que nous avons en tant que parents ne se soient pas vus par nos enfants, en fait. Mon père, je ne l'ai jamais vu mentir. Et je n'ai jamais vu mon père dans une situation où il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Je n'ai jamais vu mon père défendre l'ignominie. Mon père défendait tout ce qui était juste. Et c'est pour ça que chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas une personne chez nous qui va avoir cette posture de soutenir quelqu'un du village parce qu'il est du village. Nous, on ne connaît pas ça. Et c'est une valeur qu'on transmet aux gens, c'est qu'il vaut bien un boulot. Je prends l'exemple, si je suis Bamileke, il vaut mieux un boulot honnête qu'un Bamileke malhonnête. Je préfère être ami avec un boulot honnête qu'avec un Bamileke très malhonnête. Donc, clairement, ce n'est pas la tribu qui doit dicter mes rapports avec une personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ce que j'ai envie d'entendre que la personne a raison. C'est d'être capable de remettre ces choses-là en question. Et ça, c'est aux parents de transmettre ça, de les incarner. C'est important d'incarner. Si j'ai aimé la police, alors que quand j'étais en seconde, j'étais très bon élève, je pouvais déjà aller très loin, j'avais déjà les moyens. Mais j'aimais la police parce que mon papa, dans sa façon d'être policier, moi, quand je regarde les policiers camerounais, j'ai pas du tout envie d'être policier. Pas du tout. Mais mon papa, dans sa façon d'être policier, j'avais envie d'être comme mon père. Donc, quand je dis j'adore la police, à chaque fois, c'est mon père que j'aime en fait. Parce qu'il m'a transmis des bonnes valeurs. Et ces valeurs sont importantes. Ça dit que votre comportement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que si votre papa vous a donné de bonnes valeurs, vous arrivez sur une page qui défend l'ignominie, qui diffuse des mensonges, vous n'allez pas vous retrouver dans ça, vous allez vous désabonner, vous allez partir. Effectivement. Sauf que chez nous, on vient d'une société où les parents n'apprennent pas aux gens l'humilité, malheureusement. Moi, j'ai la chance. Hein. Mais beaucoup, je sais que ce n'est pas une valeur qui est partagée en Afrique, l'humilité. Vous savez, en général, quand vous dites à un Africain, je ne sais pas, il vous insulte. Oui, effectivement. Alors que dans la plupart, j'ai envie de dire, dans 99,99% des cas, c'est la meilleure réponse. Effectivement. Parce qu'on ne sait pas tout. Donc, très souvent, sur ce sur quoi vous allez être amené à être interrogé, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Moi, je connais un petit domaine de la science, mais le domaine de la science, il est large. Ensuite, à ça, tu rajoutes la littérature, tu rajoutes l'histoire, tu rajoutes plein de choses. Donc, ce qui fait que ce que je sais par rapport à l'étendue de la connaissance, c'est peanut. Donc, dans 99,999% des cas, à une question qui me sera posée, la bonne réponse, ça sera « je ne sais pas ». Ouais. Mais chez nous, je ne sais pas, ça veut dire que tu avoues que tu es bête. Et donc, il faut absolument que tu répondes. Et tu dois dire, quitte à raconter des bêtises, parce que comme on n'est pas rationnel, les gens, ils vont se dire, si un malentendu, ma réponse peut passer. Voilà, je vais dire n'importe quoi, si un malentendu, ma réponse peut passer. Vous avez souvent vu les radios trottoirs au Cameroun où on demande aux gens la définition d'un mot, qui est complexe. Vous vous souvenez de ça ou pas? Ouais. On se balade au marché, là, au marché Moko, je prends l'exemple. On dit aux gens, que pensez-vous du mot? Qu'est-ce que ça signifie ressasser, par exemple? Un mot qui n'est pas très courant dans le langage camerounais. La réponse logique qu'on attendrait des gens, c'est je ne sais pas. Ouais. Mais vous avez des gens qui essayent d'inventer une définition dans leur tête, qui se creusent l'esprit pour trouver une définition. Et ça, malheureusement, ce n'est pas leur faute, Juliette. L'humilité n'est pas une valeur partagée chez nous. Ces gens n'ont pas appris à être humbles. On ne leur a pas appris ça parce que d'ailleurs, on sort d'un pays où rien que le fait de dire je ne sais pas, c'est une insulte.
On vous insulte. Bon, vois un ignorant comme ça, pas te renseigner. Vraiment, cela. Et tu viens me parler alors que tu ne sais pas. Non, non, il est plus honnête. Il ne sait pas. Et ce n'est pas parce qu'il te dit je ne sais pas que toi, tu sais. Toi, tu es juste assez con pour ne pas savoir ce que tu ignores. Lui, il a un plus par rapport à toi, c'est qu'il connaît l'étendue de son ignorance. Et c'est ça la définition de l'intelligence, Juliette. L'intelligence, ce n'est pas celui qui connaît ce qu'il sait. L'intelligent, à la base, c'est celui qui connaît l'étendue de son ignorance. Pourquoi? Parce que le carburant de l'évolution, c'est l'humilité. Vu qu'il connaît l'étendue de son ignorance, il va faire le maximum possible dans sa vie à essayer de réduire cette ignorance. Malheureusement, il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on dit finalement qu'on a toujours un Socrate qui est insatisfait. Socrate, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. Il passe son temps à vouloir savoir et il se rend compte que plus il sait, plus il se rend compte qu'il ne sait même pas. Chose qu'il ne sait pas. Et plus il dit je ne sais pas, il travaille, plus il connaît, plus il se rend compte qu'il ne sait pas. Blablabla. Donc c'est comme ça. Et finalement, il n'y arrive jamais. Et on dit, vous savez, c'est très difficile d'être Socrate, mais il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un abruti complètement satisfait. L'abruti complètement satisfait, il ne sait rien, mais il croit tout savoir et il considère qu'il n'a pas à savoir. Donc il est satisfait de son ignorance, en fait, qu'il ne sait même d'ailleurs pas. Voilà. Donc c'est pour ça que l'éducation, l'humilité, c'est vraiment une base fondamentale. L'humilité, l'honnêteté, la sincérité. Si vous partagez des valeurs, n'allez que vers des pages qui partagent vos valeurs. Si vous êtes quelqu'un qui avait été éduqué malhonnête, c'est pas malheureusement sur les réseaux sociaux que vous allez vous corriger. Donc, naturellement, vous allez vous retrouver sur des pages malhonnêtes. C'est aux parents de balancer des très bonnes valeurs à leurs enfants, de toujours être du côté des victimes, de ne pas attaquer la victime parce qu'il y a une majorité d'idiots qui les attaquent, ce qui est très souvent le cas. Parce que dès que la victime, c'est une femme qui plus a été mise à poil, vous avez tous les hommes, toute la jeune masculine, et d'ailleurs les femmes aussi, qui se mettent à l'attaquer. Ne suivez pas ça. Pensez que ça peut être votre sœur. Quel que soit ce que votre sœur a fait, vous ne voudrez pas qu'elle subisse. C'est pareil, à chaque fois que les gens défendent la justice populaire, pensez que votre maman a pu faire tout ce qu'elle a pu pour éduquer votre frère, mais votre frère a toujours mal tourné. Est-ce que pour autant vous avez envie qu'il meure? Non. Alors, quand vous tombez sur un voleur, est-ce que c'est nécessaire de le brûler parce que vous l'avez attrapé en train de voler un téléphone? Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai un petit frère qui n'a pas forcément bien tourné dans ma famille, quoi. Aujourd'hui, il s'est rattrapé, mais il a quitté le côté des voyous pour aller du côté de l'église. Donc, bon, cela dit, il est tranquille, c'est très bien, mais voilà, je n'aurais pas voulu. À une époque, c'était un bon voleur. Il faisait des tours, des allers-retours en cellule et tout. Pourtant, mon père était policier, mon père, il a fait tout ce qu'il a pu. Hein. J'ai jamais vu, mon père n'a jamais été autant violent et moi qu'avec lui. On le tapait parfois avec des gros morceaux de bois parce qu'on pensait que ça peut marcher, ça n'a pas marché. Donc, est-ce que pourtant j'aurais voulu qu'il finisse dans un pneu? C'est mon petit frère. Donc, voilà, pensez que le voleur que vous avez, c'est peut-être ce petit frère-là aussi, sur lequel un papa s'est investi comme il a pu, ça n'a pas marché. Seul peut-être le temps peut faire les choses, ce n'est pas nécessaire de les brûler. C'est cette empathie que nous n'avons pas. Parce que nous aussi, on n'a pas l'empathie. Cette aptitude à dire, on se met à la place de quelqu'un d'autre, on regarde, on analyse ce qu'il subit en faisant comme si c'était nous qui le subissons. Les gens, ils ont un détachement par rapport à ça. C'est un détachement animal, quoi. Il n'y a que des animaux qui vivent comme ça, sans empathie. Et même d'ailleurs, je trouve que j'ai vu parfois pas mal de documentaires sur des chiens. On démontrait que le chien avait quand même cette empathie. Quand son maître subitement devenait handicapé, on sentait une certaine empathie pour le chien. Mais non, l'humain ne l'a pas chez nous, on n'a pas cette empathie. Et ça, c'est des valeurs qu'on doit avoir. Ne pas attaquer des gens, parce que quel que soit ce qu'ils ont fait, essayez de comprendre. Vous avez un système. Ce n'est pas la peine de taper sur une fille parce que, soi-disant, on dit qu'elle est une prostituée. On est dans un système où il n'y a pas d'aide. Vous êtes une jeune fille de 18 ans. Vous perdez vos 2 parents dans un accident de circulation, fauché par un grumier au Cameroun. En France, vous devenez millionnaire. Vous avez vos parents vous avez une compagnie de transport qui commet une erreur sur la route, tue vos 2 parents, vous devenez millionnaire en France. Hein. L'assurance est très claire là-dessus. Je crois que c'est 1 million par tête, dépendant des polices. Et les entreprises ont souvent des grandes polices pour éviter le maximum de procès. Donc vous devenez millionnaire. Donc vous avez de quoi continuer votre vie. Vos parents vont vous manquer. Ça arrive au Cameroun, vous devenez orphelin, vous n'avez rien. Cette femme, cette petite fille à 18 ans, peut-être qu'elle peut se retrouver en train de se prostituer pour nourrir sa famille. Quand elle va être affichée sur Internet, vous allez venir la juger, comme si au Cameroun, il y avait une structure qui empêchait les gens de le faire. C'est très facile de dire, elle peut se débrouiller comme les autres. Mais débrouiller à faire quoi? Avant des arachides toute la journée, avant des prunes, avant de l'eau glacée, il faut arrêter à un moment donné. Donc, c'est justement dans ces cas de figure qu'on doit songer à dire, on a un système qui ne protège pas assez les faibles. Et on doit travailler pour ça. C'est un travail, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est à nous à chaque fois d'avoir cette empathie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mené des combats sur Internet. Si vous regardez l'extrait de la vidéo, j'insulte du président de la République. Je parle du fait que je suis toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Ah oui. Dans cette vidéo-là, dans cet extrait, on a souvent oublié que c'est un extrait où je parle de ça. Et que c'est parce que je suis énervé, parce que j'ai le sentiment que chez nous, on est toujours du côté du bourreau. Oui. C'est pour ça que je me lâche. Oui, j'avais mis des organes. Maintenant, je suis assez détaché. J'avais mis des organes, mais c'était par rapport à ça. Le fait d'être toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Mais en fait, si on éduque les enfants à être du côté de la veuve et de l'orphelin, ils n'iront jamais sur des pages où on diffuse la haine, où on s'attaque, on s'acharne sur un innocent. Pour rien. Je dis même pour rien, simplement parce qu'elle est victime. Une fille, même si elle est prostituée, ça reste un être humain, quoi. Je veux dire, c'est pas une sous-être humain. Et si elle est prostituée, c'est peut-être parce qu'il y a une demande en face. Voilà. Elle répond à un problème. Peut-être que ces gens qui vont la voir auraient été des dangereux prédateurs, j'en sais rien, mais elle répond à une demande. Donc, il faut aussi s'intéresser à ceux qui sont des clients de ça. Mais à chaque fois, en fait, ça retombe tout le temps sur des femmes et c'est insupportable. Et ça, c'est des valeurs qu'on n'a pas chez nous. C'est des valeurs qui doivent être transmises en amont. Et si ces valeurs sont bien transmises, forcément, l'enfant choisira son bon côté. Moi, je ne regarde pas les directs à la con sur Internet. Moi, je suis toujours surpris par des gens qui viennent m'attaquer sur mes lives, qui vont venir me dire oui, un ingénieur qui est sur Facebook tout le temps, tu travailles quand? D'ailleurs, tes directs ne sont pas intéressants. Mais, je vais jamais aller écrire sur le direct de quelqu'un que je regarde qui n'est pas intéressant. Si je suis en train de regarder, c'est qu'il y a un intérêt.
Effectivement. S'il n'est pas intéressant, je ne le regarde pas. Mais je ne comprends pas comment ce côté où les gens se sentent obligés d'être malveillants. Oui. Ils regardent un truc, il est scotché, tu le bloques, il revient avec un autre profil. Mais pour te dire qu'on dirait n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ouais. C'est l'éducation. Donc, tout ça, ça se fait en amont des réseaux sociaux. Si l'éducation est bien cadrée, bien positionnée, les gens sauront choisir les pages qui vont les intéresser. Et malheureusement, c'est ce qui manque. Parce qu'on a trop de croyances. Les parents sont défaillants. Je vois souvent des parents sur Internet soutenir un certain nombre de choses. Vous allez sur sa page, vous voyez qu'il a des enfants. Vous voyez parfois qu'il y a même des enfants qui sont sur Internet. Vous dites, putain, c'est pas possible. Ah oui. Parce que vous savez, à votre nom, c'est très facile de voir votre nom. Vous allez sur la page du gars, vous voyez, c'est un papa, vous voulez entrer soutenir une ignominie, soutenir un viol. Vous allez sur la page, vous voyez qu'il y a deux filles adultes. Susceptibles de le regarder sur Internet, puisqu'il y a les deux comptes sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme valeur à cette femme? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme valeur? Voilà. Donc, c'est vraiment que l'éducation doit se faire en amont et pas sur les réseaux sociaux, malheureusement. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes ingénieurs et professionnels qui souhaitent contribuer à l'amélioration de l'éducation en Afrique? Malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est très brutal, hein, mais à chaque fois que vous avez une bonne idée pour l'Afrique, vous êtes attaqué, comme je vous ai dit, parce que j'ai dit tout à l'heure, société défaillante, ou quand vous avez une bonne volonté, vous avez 1000 personnes malveillantes qui vont voir que vous allez tirer un bénéfice, parce que vous savez que quand vous faites du bien, il y a une certaine reconnaissance, ça double la sérotonine, et les gens savent, les gens sont conscients que quand vous avez le bon rôle, vous êtes bien vu par la société, vous avez un certain plus par rapport à eux. Comme ils ne peuvent pas vous challenger avec des actes, ils vont venir vous attaquer, ils vont venir vous maltraiter, ils vont saper votre projet. Alors, il y a l'idée qui consiste à dire que non, mais quoi qu'il arrive, il faut quand même faire, parce qu'il vaut mieux faire que de ne pas faire. Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que si vous affrontez des personnes qui sapent votre projet, ça vous demande une énergie incommensurable pour faire une chose simple. Voilà. Vous posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Vous avez vraiment envie de souffrir pour ça? Si vous n'êtes prêt à souffrir, moi je vous dis, allez-y. Hein. Je vous dis juste que pour aider les Africains, ce n'est pas simple. Vous devez parfois aller contre eux pour les aider. C'est incroyable. Si vous voulez construire une école dans une ville, vous allez faire face à des gens qui veulent vous escroquer, vous allez faire face à des gens qui vont vous empêcher, qui vont bloquer le camion à certains endroits parce qu'il faut d'abord payer pour passer. Enfin bref, il y a tout ça. Et vous allez faire face à des gens qui vous insultent et qui estiment que vous faites ça pour être bien vu, mais qu'en réalité, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malveillant, vous n'aimez pas les gens, vous détestez les gens. Vous avez tout ce genre de choses auxquelles vous devez être confronté. Cela dit, j'ai subi ça moi-même aussi, je ne me suis pas découragé parce que, OK, il faut que je dise, ça ne me coûte pas grand-chose puisque je reste sur mon canapé et je parle. Par contre, pour quelqu'un qui va sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Il faudrait qu'elle soit préparée psychologiquement à ça. Si elle a absolument besoin s'il a absolument besoin de le faire parce que c'est important pour lui, comme c'est important pour nous d'essayer d'éduquer les Africains autrement que ce qu'ils ont, d'apporter un complément, parce qu'on sait que l'école est défaillante, les gens ne savaient pas peut-être parfois. Moi, ce qui m'a manqué quand j'étais jeune, c'est d'apprendre des matières très complexes sans savoir à quoi ça servait. Venir sur Internet, expliquer. Moi, j'étais à une fête hier, j'étais assez heureux de tomber sur un jeune ingénieur qui m'a dit « J'ai mieux compris la science en t'écoutant qu'en l'ayant appris toute ma vie. » Ça fait plaisir. Voilà. Quand vous voyez un jeune ingénieur en génie civil qui vient vous dire honnêtement, j'ai fait l'école, je suis ingénieur en génie civil, je ne comprenais pas, je pensais que j'allais à l'école, je validais mes moyennes, machin, très bien, il me dit j'ai mieux compris la science en t'écoutant qu'en ayant totalement étudié. Il m'a d'ailleurs expliqué qu'il fait partie de ceux qui, lorsqu'ils me regardent en direct, ils ont Google à côté, vous vérifiez chaque chose que je dis, mais ils ne m'ont jamais pris en défaut. Donc ça fait plaisir aussi, ce genre de retour qu'on a sur nous. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour fouler les gens, on est là pour leur dire ce qu'on sait, on n'est pas là parce qu'on a envie de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais clairement, aider les gens, c'est très compliqué. Comme me rappelle mon petit frère, on avait découvert, j'avais vu une vidéo en 2015, une fois d'une femme qui était déshabillée dans la rue par un adulte, devant des mamans. La punition, c'était soi-disant qu'elle avait volé, donc ils l'ont déshabillée, ils ont filmé, et ils ont mis le piment dans son sexe. J'ai vu cette vidéo, ça m'a empêché de dormir pendant 3 jours. J'ai décidé que je ne peux pas dire à ma fille que ça se passe à mon Cameroun. Donc j'ai décidé qu'on va traquer cette personne, on va le trouver, on va le punir. La vidéo semblait être récente. Donc j'avais envoyé ma petite sœur, il a déjà essayé de trouver les lieux de la vidéo, ma petite sœur galérait un petit peu à trouver, vous savez, les enquêteurs sont parfois plus chevronnés. J'ai appelé un ami qui est commissaire de police à Limbe. Et je lui ai dit, il faut que je trouve quelqu'un, trouve-moi un policier à Boya pour trouver les lieux où cette chose s'est produite. Et par ailleurs, d'abord, pour savoir où ça se trouvait, j'avais partagé la vidéo sur Internet, malheureusement, parce que je n'avais pas trop le choix, il fallait que je sache d'où ça sort. Et les gens m'insultaient parce qu'ils disaient que oui, tu fais ça parce que c'est une belle fille, tu veux juste aller la piner, machin, des trucs comme ça. J'ai cherché à savoir d'où c'est, jusqu'à ce que j'ai quelqu'un qui me dise en fait que c'est à Boya, et c'est près de Malingo Junction, non loin de l'université. Donc j'avais cadré la ville, j'ai envoyé ma soeur là-bas. Elle a mis plein de temps à trouver, elle n'a pas pu trouver le lieu, parce que j'ai dit il faut d'abord trouver les lieux de la commission du crime, et en partant de là, trouver les protagonistes, c'est-à-dire l'homme qui met le piment dans le sexe, et la petite fille qui a été victime. Je voulais simplement trouver cette fille parce que je sentais qu'elle venait sans doute d'une famille défavorisée et qu'elle n'avait personne pour la défendre. Donc je pensais vraiment que c'était une vidéo récente, je voulais la trouver pour dire nous sommes là. J'avais vraiment envie de le faire. Et c'est vraiment l'un des rares moments dans ma vie où j'avais eu autant d'émotions sur quelque chose. Et quand elle n'a pas pu trouver, que j'ai eu un policier qui m'a été affecté à Boya pour trouver ce gars, rapidement, il a trouvé le gars. En 2 jours. Je lui ai quand même donné 100 000 francs, mais il a trouvé le gars assez rapidement. Et il a
le mec était en garde à vue, donc il m'a appelé, il m'a dit c'est bon, on a trouvé l'animal, j'ai les photos de profil, ce qu'on appelle le mugshot du gars, je l'ai dans mon téléphone encore. Il m'a dit malheureusement les faits ont eu lieu en 2009. Oui. Mais conformément à la loi camerounaise, c'est prescrit. Il me dit le procureur il est gêné parce qu'il ne peut rien faire. Il me dit c'est prescrit quoi. Donc je dis putain, donc ça c'est quoi encore? Il me dit c'est une agression sexuelle, c'est même pas considéré comme un viol dans la loi camerounaise, dans la prescription c'est 3 ans. J'ai dit mais vous êtes sûr que ça s'est passé en 2009? Ils m'ont dit oui. Quand j'ai vu la photo de la porte métallique qui est derrière la vidéo, quand ils mettent du piment dans le sexe de la fille, j'ai vu qu'elle avait rouillé entre temps, donc clairement ça montrait qu'effectivement il s'est passé beaucoup de temps entre les deux. On a d'ailleurs retrouvé la fille aussi. Oui. Et les gens, quand ils ont vu que j'avais retrouvé le protagoniste et la fille, c'est là qu'ils ont pris au sérieux. Tout le monde voulait l'aider. Finalement, tout le monde. Genre, il y a une maman qui avait dit, voilà, je lui offre une formation dans un institut de beauté au Cameroun, à Yaoundé, à Bastos. Je pouvais la loger. Les gens me proposaient de l'argent. Je disais, attendez, moi, je ne prends pas votre argent tant qu'elle n'est pas avec moi. Parce que je disais, ce que je voulais, c'est qu'elle aille vivre avec ma soeur à Yaoundé et qu'on la prenne en charge. Et je disais, je ne prends pas votre argent si elle n'est pas avec moi, quoi. Donc, déjà, pour l'instant, elle est encore chez ses parents. Et cette fille, ça lui était arrivé à 14 ans, pardon. Ça l'avait traumatisé, elle a arrêté l'école comme ça. Donc, au moment où on l'a trouvé, elle vendait les légumes de sa mère, de sa tante, pas de sa mère, parce qu'elle était d'un Bouddha, mais elle était à Boyache, une tante. Elle vendait les légumes elle vendait les légumes pour sa tante. Forcément, tu doutes que sa tante ne voulait pas la laisser partir. On a essayé, comme on a pu, de la convaincre de partir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que quand on veut aider les Camerounais, en fait, je vous fasse aux Camerounais eux-mêmes. Au final, le projet n'a pas donné, puisque la famille n'a pas laissé partir. La mère a commencé à dire, si vous voulez l'aider, vous me donnez l'argent à moi. C'est ça. On savait très bien que ça ne allait pas servir à son bien, donc on ne lui a pas donné de l'argent. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette petite fille, donc, malheureusement. Pour aider les gens. Elle avait 22 ans quand on l'a trouvée, en fait. Donc, pour les gens, c'est compliqué. 20 ans, parce que je dis 22 ans, elle avait 20 ans. Parce que ça s'est passé en 2009 et le moment où je fais le travail de recherche des protagonistes en 2015, en novembre 2015. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous voulez vraiment faire un projet pour aider les Camerounais, ne pensez pas que vous allez arriver comme ça, dit j'ai des bonnes intentions, les gens vont dire bravo, bienvenue mon frère. Non, jamais de la vie. Je le sais aussi. Je le sais et nous prions pour que cela puisse changer parce que je connais beaucoup qui sont allés au Cameroun, moi y compris, avec un projet qu'on a donné, on a pris et puis on n'a plus jamais rien entendu. Pour conclure, Serge, discussion de votre vision pour l'avenir de l'éducation. Quelle est votre vision pour l'avenir de l'éducation au Cameroun et en Afrique? Alors, vision, ça c'est un bon mot parce que ça donne le sentiment que je suis visionnaire, je vois. Là, je pense qu'en fait, si je dois m'avancer sur une vision, je suis pessimiste. Parce que nous avons, toi, tu as sans doute, toi et moi, parce que je crois qu'on est dans la même tranche d'âge, on a bénéficié des conditions qui, certes, n'étaient pas parfaites, mais reconnaissons que c'est beaucoup mieux que ceux d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Et il n'y a pas une prise de conscience qui va dans le sens d'améliorer ça. Ça va de mal en pire. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, c'est qui va. Moi, comme je ne suis pas croyant, malheureusement, je n'arrive pas à trouver le phénomène qui peut inverser la chose. À part le fait que subitement tous les Camerounais prennent conscience de l'importance de l'éducation et deviennent beaucoup plus exigeants vis-à-vis de leur gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que dans une ville de 3 millions d'habitants, on n'ait pas assez d'infrastructures pour accueillir tout le monde. L'école, c'est un droit. Sauf que chez nous, les enfants sont renvoyés parce qu'ils ne payent pas la pension, parce que les parents n'ont pas de l'argent. Ça, c'est pas normal. On devrait faire en sorte que ce soit gratuit. On devrait surtout en faire plus, parce que chez nous, la ville s'agrandit, il y a plus de gens, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles qui suivent. Au contraire, c'est des écoles privées qui sont très chères. Et moi, j'ai connu une terminale C où on était 21. Oui. Et moi, j'ai vu des terminales C à Yaoundé où il y avait 130 personnes dans une salle de classe. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien obtenir dans ces conditions. La qualité de l'enseignement devient catastrophique. Ça donne trop de travail aux enseignants. Parce que vous avez 130 copies à corriger, vous avez 130, c'est horrible. Donc, je pense qu'il faudrait que les Camerounais prennent conscience de l'importance de l'éducation et pour exiger de leur gouvernement d'y mettre les moyens. C'est-à-dire que l'homme que vous allez vouloir pour remplacer Paul Biya doit être quelqu'un qui vous dit clairement ce qu'il va faire pour l'éducation, c'est la base. Et, on n'a pas de route, ok, c'est très bien, mais ce n'est pas le plus grave. Ce qui est le plus important, c'est que les professeurs puissent manger à la fin, puissent disposer des moyens. C'est avec ça qu'on va avoir une bonne qualité on va avoir une bonne formation, on va avoir des gens qui vont être capables de faire des choses. Le problème aujourd'hui, c'est que quand les gens sont bons, ils partent. Et je les comprends. Hein. Je connais des gens qui sortent de Polytech, ils travaillent 2 ans au Cameroun, ils trouvent le moyen de se barrer du Cameroun, que ce soit pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour venir en France. Green card, ou alors la résidence canadienne, ou alors un visa de travail pour venir travailler en France. Donc malheureusement, en fait, on ne donne pas les conditions aux gens pour travailler sur place parce que ce n'est pas la compétence qui est retenue. Vous êtes bon, mais vous devez faire les courbettes pour être reconnu comme bon dans votre domaine. Les scientifiques ne savent pas faire de façon générale. C'est pour ça qu'ils ne font pas la politique. La politique, c'est réservé aux gens qui sont flexibles et ronds. Le scientifique, il est carré. Ouais. C'est soit ça, soit c'est pas ça. Quoi. Non, c'est pas oui, mais peut-être, tu comprends, machin. Oui, ça, c'est les politiciens. C'est pour ça que nous, ça ne nous intéresse pas. On n'y va pas parce que c'est chiant. C'est contraire à la doctrine qui est la nôtre, qui consiste à dire qu'on doit dire ce qui est et non pas forcément dire ce qui plaît. Effectivement. Voilà. Et donc, je pense vraiment que c'est vraiment à nous, Camerounais, de prendre l'éducation par le corps. Si on est exigeant, si nos parents commencent à dire oui, mais je suis beaucoup plus regardant, quand je donne l'APE, là, je suis regardant dans quelles conditions mes enfants étudient, je suis prêt à me payer le triple
Si l'État dit que oui, si l'État se montre volontaire, parce que bien sûr, l'idée, c'est pas de payer à la place de l'État, on paye déjà assez d'impôts comme ça. Si l'État se montre volontaire et qu'en fait, au final, c'est l'argent qui manque, je ne suis pas à payer le triple pour que les enfants soient dans des bonnes conditions. Voilà. Et ça fait passer un travail qui doit se faire entre l'État et nous, mais ça demande une prise de conscience de notre part d'abord, de base. Et là, on en est loin pour l'instant, même, Juliette. On en est très loin. Très loin. Voilà. Donc, j'ai une vision pessimiste, malheureusement, je suis désolé. Ouais, je comprends ta vision, mais on dit, chez nous en allemand, on dit Hoffnung stirbt zuletzt, ça veut dire que l'espoir meurt en dernier. Comment les jeunes peuvent-ils s'engager activement, je veux dire, pour concrétiser quelque chose de positif, parce qu'il est bien vrai, vous venez de parler du pessimisme, mais moi je crois quand même qu'il doit y avoir un petit truc du côté des jeunes, parce que ils ont quand même de l'espoir que quelque chose peut changer si peut-être eux-mêmes ils se mettent au travail. Donc, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vraiment vous pensez qu'un jeune Camerounais aujourd'hui, qui n'a personne, disons, tellement, qui sort d'un milieu total loin du fin fond du Cameroun, comment il peut faire pour concrétiser, pour devenir quelque chose? Je vais un peu te donner l'idée. Par exemple, moi, on me faisait sortir de l'école tout le temps. Mes parents, j'aimais l'école, mais ma grand-mère n'avait pas les moyens. Donc, il a fallu que je vende. J'ai eu un parcours catastrophe. C'est dans ce livre. Ça, c'est mon autobiographie, publiée aux États-Unis en 2012 pour la première fois, qui a transféré le tour du monde. Ce livre a été à la fois la plus grande foire de Francfort, ici en Allemagne. Et là, dans cette autobiographie, je parle de la vie de mon grand-père au premier chapitre, et après, je parle de ma naissance jusqu'à mon arrivée en Allemagne. Et moi, franchement, à mon temps, tout ce que je pouvais faire, c'était vendre, essayer d'être autodidacte, de copier les cours, parce que j'ai eu des parents qui étaient conscients, mais qui n'avaient absolument rien. Et j'ai grandi avec ma grand-mère. Aujourd'hui, vous êtes là, et je vais vous dire une chose. Oubliez tout, mais sachez que vous êtes un exemple pour les followers de Julie K, l'artiste ou bien de l'écrivaine que je suis. On vous aime ici sur l'école. Et bien, c'est pour ça que mes followers ont voulu que c'est vous qui relancez cette émission. Donc, est-ce que vous pensez qu'un Camerounais, ou bien, je vais dire, un Ivoirien, ou bien, quelqu'un qui est en Afrique, dans un point le plus reculé, et qui rêve de faire carrière comme vous, ou bien de devenir ce que je suis devenu, peut faire pour y arriver? Moi, je pense qu'à de base, lui tout seul, il ne peut pas, mais par contre, nous, on peut mettre en place, nous, dans la diaspora, si on est assez solidaire, si on était une diaspora qui nous aimions et qu'on aimait vraiment ceux qui sont au pays, je pense que oui, l'État est défaillant au niveau des bourses pour ce type de choses, mais en fait, il ne faut pas toujours attendre tout de l'État. Il faut déjà faire soi-même. Dans la diaspora, on aurait pu, ça ne coûte pas grand-chose aux gens de la diaspora, de mettre en place un fonds pour encourager ce type de personnes. Parce que je pense que tout seul, il ne peut pas forcément. Tout ça, il ne peut pas. Vous avez besoin d'un minimum de soutien de famille pour qu'on arrive à se connaître. Et c'est parfois aux établissements de repérer ce genre de personnes et de faire savoir. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de génies qui se perdent, malheureusement. Il y a beaucoup de génies qui se perdent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller loin. L'éducation, c'est vraiment une mission régalienne, Juliette. C'est-à-dire que on pourra faire ce qu'on peut pour aider des gens. On va aider parfois 2-3 personnes, mais je pense, après je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai jamais travaillé sur la statistique en question. Et je pense que pour 2-3 jeunes qu'on va réussir à aider, 2-3 génies qu'on va repérer, il y en aura 100 derrière qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu aider. Et que pour éviter que ça arrive, la meilleure chose, c'est que l'État s'implique beaucoup plus dans l'éducation que plutôt que ce soit à nous de le corriger, puisque l'État a moyen d'aller partout. Par exemple, dans l'ouest du Cameroun, il y a une chose qui est souvent formidable qui est faite, c'est que les ressortissants ont souvent l'habitude de construire des écoles qui cèdent à l'État. En fait. C'est-à-dire que vu que l'État ne va pas construire dans tous les villages, quand les enfants se retrouvent en train de marcher 10 km aller-retour, donc, ce que font souvent des gens, c'est qu'ils vont construire une école qui va d'abord commencer par être privée pendant quelques années, donc 2-3 ans, et puis c'est cédé à l'État. Après, on affecte un directeur, tout ça, tout ce qui va avec. Et donc, c'est aussi une façon que les gens ont trouvé de faire. Et ce qui fait que moi, je connais quand même des gens qui sont en France et qui ont pu faire l'école dans les villages. Voilà. Très bien. Des gens qui ont fait vraiment s'il n'y avait pas eu cette école dans le village, ils n'en seraient pas là. Ils sont en France, ils sont des très bons ingénieurs. J'ai par exemple un cousin qui est passé par là, mais qui a fait tout son cursus scolaire au village. Et qui aujourd'hui en France, il est ingénieur chez Valeo. Donc, voilà. Donc, s'il n'avait pas eu l'école dans son village, il n'aurait pas pu le faire. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des volontaires au village qui ont construit une école, il a travaillé, et ensuite il a été bon, il est parti en ville, il a fait ses études en travaillant en travaillant de façon autonome tout seul, il avançait, oui. Donc oui, ça va demander plus d'efforts à cet élève. Il va falloir qu'il soit très bon à l'école, mais aussi qu'il sache se débrouiller pour se mettre à un moment donné dans les bonnes conditions pour pouvoir bénéficier d'une bourse. Par exemple, c'est un peu le cas de ces gens-là. Ils ont travaillé, et ensuite, quand ils sont arrivés au secondaire, ils travaillaient le dimanche et le samedi pour financer leurs études. Et puis, quand ils ont eu le bac,
ils ont pu trouver les moyens pour pouvoir voyager en Europe. Donc, ça demande beaucoup de fois à la personne. Et malheureusement, ça ne dépend pas que d'elle parce que pour une personne comme ça qui s'en sort, c'est très bien, Juliette, mais il y a probablement 100 personnes derrière qui se sont écrasées. Et si on fonde une règle en se basant sur ces gens-là, on commet ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on dit que l'avion est sûr, parce qu'on ne s'intéresse qu'aux survivants d'un crash d'avion, on oublie tous les morts qu'il y a eu derrière. Donc, on dit que non, cracher d'un avion n'est pas dangereux. Ah bon, pourquoi? Mon oncle, il a bien survécu à un crash. Je connais un ami qui a survécu à un crash. Oui, mais très bien, tu as raison. Mais dans la plupart du temps, tout le monde est dans un crash, donc c'est bien ça. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour cet échange enrichissant, Serge. Nous avons hâte de voir comment vos idées et vos initiatives, je veux dire, continueront à influencer positivement l'éducation au Cameroun et en Afrique. Ça m'a marqué de vous voir. Aujourd'hui, nous avons appris, on a vu comment est-ce qu'à partir de l'Europe, vous vous êtes battu pour une petite fille que vous ne connaissez même pas en Afrique. Vous voyez, je veux dire, c'est pas les seuls cas, hein, mais c'est pas les seuls cas. Il y a plein de gens sur Internet qui le savent, Juliette. Non, mais il n'y a pas seulement les seuls cas. Nous connaissons aussi une autre. Ne me coupe pas la parole parce que, vous savez, Grassfield TV n'a pas assez d'abonnés. Mais il y a beaucoup d'abonnés, comment je veux dire, silencieux. C'est ça qui fait la force des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux que nous voyons, il y a des abonnés qui se montrent. Et puis, il y a des abonnés de l'ombre. Il y a presque tout. Mais eux, ils vous aiment, ils vous adorent parce que ce n'était pas le seul cas. D'ailleurs, nous, on connaît un autre cas. Et je ne veux pas trop m'étaler ici. Parce qu'avant d'inviter une personne sur notre ici, on a quand même fait des petites recherches. Ça veut dire qu'il faut que cette personne ait quelque chose de grandeur. Parce qu'en fait, la masse n'a pas toujours raison. Ce n'est pas la masse qui dicte le monde. C'est le mérite qui dicte le monde. Et vraiment, merci encore pour votre temps et vos perspectives précieuses. À bientôt sur Grassfield TV. Chers téléspectateurs, merci de votre attention et de votre fidélité. Nous espérons que cet échange avec Serge Anango, avec le procureur du côté des États-Unis, parce que vous avez une femme qui vous adore, c'est-à-dire depuis, je ne sais pas comment je veux dire, quoi. Elle dit que je Serge le procureur. À mon avis, elle doit adorer ce que je fais en ce moment-là. En ce moment, je suis un gros dossier en tant que procureur. À mon avis, elle doit pas mal adorer. Hein. En tout cas, j'ai quand même un mot à dire sur ta chaîne. C'est la première fois que je vois une chaîne autant suivie et de bon sens. Merci. En général, quand je vois une chaîne qui fait 1000 abonnés, la personne en général est plus dans la connerie pour ramasser les gens. Je suis assez surpris que vous ayez réussi à fabriquer une communauté des gens plutôt ouverts d'esprit, sensés, en faisant autant d'audience. Je suis le premier dépassé. Je n'ai jamais vu ça. Chaque fois que j'ai vu des gens sur Internet qui dépassent les 1000 personnes en live, en général, c'est des crétins, c'est de la crétinerie. Vous regardez la vidéo 10 secondes, vous dites, mais c'est pas possible, on est mal barré. Quoi. Vous regardez, vous devenez pessimiste envers l'Afrique. Là, c'est presque comme si vous mettez une certaine petite lueur d'espoir, de me dire quand même, tout n'est pas perdu, parce que honnêtement, c'est la première fois que je vois ça, et que j'ai eu une présentatrice qui est plus portée sur le sens, la vérité, l'objectivité. Ce n'est pas avec ça qu'on fait des audiences sur Internet la plupart du temps. C'est exactement ce qu'il faut faire la plupart du temps pour ne pas être suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais bravo. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous avons des invités qui nous regardent du côté du Sénégal. Les deux qui sont passés ici, vous les avez vus dans le trailer. Deux magnifiques qui sont passés ici aujourd'hui. Elles reviendront vous expliquer ce qu'elles sont devenues après l'émission. Et on va continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Aujourd'hui, nous avons eu un grand influenceur du côté du Cameroun qui a été Serge Anango. Disons-lui merci pour ces mots, parce que généralement, c'est quelqu'un qui critique. Moi-même, je me disais que peut-être on n'allait pas terminer l'émission, parce que je le connais, j'ai quand même eu à regarder certaines de ses émissions, parce que c'est quelqu'un qui est très, très critique, mais dans le bon sens, parce que c'est ça que nous voulons dans le monde. C'est ça que Grassfield TV, c'est pour ça qu'on est là, on dit l'école est bien, parce que l'école n'est pas seulement bien pour être riche, l'école aussi est bien pour apprendre comment être humble. Il a parlé de l'humilité parce que parfois, dans les réseaux sociaux, on peut être énervé, on regarde une émission, quelque chose, on est énervé et on dit des choses. Ça se dit. Mais quand on a le courage de revenir dans l'humilité et dire, je m'excuse, je crois quand même que ça, c'est une grandeur qui est bien, qui prouve que l'école est bien. Donc, bref, Serge Anango vous a inspiré aujourd'hui et éclairé sur de nombreux sujets cruciaux. Et je crois que tous les followers de Julika qui sont dans le Grand Nord aujourd'hui, qui sont assis derrière. C'est une télévision pour une personne qui a un groupe électrogène avec tout le quartier. Imaginez si tout le monde avait son propre portable. Je pense qu'on ne serait pas seulement 1000 quelque chose ici, on serait plus de 5000. Et imaginez du côté je veux dire, de la Côte d'Ivoire, là, tout à jamais. Mais je veux dire, bref.
Continuons ensemble à œuvrer pour une éducation de qualité et un avenir meilleur pour notre cher Cameroun, pour l'Allemagne, pour la France, parce que j'ai oublié de vous dire que Serge Anango vient de la diaspora française. Je suis de la diaspora allemande depuis Munich. J'adore nos pays qui nous ont encadrés, nos pays où nous nous sommes intégrés, nos pays qui font la référence, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui verront cette vidéo, la génération future, parce qu'elle restera gravée sur Grassfield TV, diront toujours que Serge Anango avait représenté la France et Julika avait représenté l'Allemagne. Et nous avons parlé de l'éducation qui est mondiale. Nous avons parlé de l'éducation qui se reflète au Cameroun, parce qu'au Cameroun, si ça ne marche pas au Cameroun, ça veut dire que ça ne peut pas aussi marcher ici. Donc, bonsoir à tous et à très bientôt sur Grassfield TV. Avant de nous quitter, je vous invite à découvrir un morceau spécial de mon album Éternité des délices, parce que je suis aussi une artiste engagée. Écoutez le titre Jalousie, un hymne qui nous rappelle la futilité de l'envie et de la dépréciation des autres. Comme je le chante dans ce titre, pourquoi envier la place de l'autre jusqu'au point de le détrôner par le dénigrement et la dérision gratuite? Peu importe les commérages, le véritable talent se distingue toujours et mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Oh illusion, oh dérision, oh banalité, tout est vanité. Oh yo 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 yo. Je veux dire, ces paroles empreintes de vérité et de réflexion résonnent profondément et resteront gravées dans nos esprits. Je suis tout simplement Julika, votre artiste engagée. Et je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir été avec nous pour cette émission exceptionnelle en compagnie de Serge Anango. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire. L'école est bien est votre émission et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux moments et de partage et de découverte. Alors, on va ensemble écouter cette musique et puis bon. Salsa! Et c'est parti! Merci à tout le monde. Merci pour les cœurs. Merci pour les 1177 personnes qui sont encore là. Mais on va finir par partir parce que c'est un peu ça. Vous voyez? Merci. Merci Serge. Merci. Merci Samuel Otou. Merci Travelers Laura. Merci Hugo. Merci Raoul. Oh mon Dieu, vous êtes si nombreux. Je ne peux pas tout dire vos noms ici. Là, c'est notre jusqu'au point de le détrôner. Par le délire gratuit des nations. Comme ça. Alors, est-ce que vous m'entendez? Vérifions. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc vous m'entendez normalement. J'espère que vous avez, je sais que vous avez apprécié la vidéo. Et comme vous avez remarqué, quand c'est des vidéos constructives, calmes et posées, bah, ça ne fait pas foule. Mais c'est ça le Cameroun. Hein. Comme je vous l'ai dit, je connais mes frères camerounais. En revanche, je vais répondre à quelques commentaires qui sont très intéressants. Donc, il y a un Kamoa Layana qui m'a dit, lorsque j'ai dit en fait que pour développer l'Afrique, les Africains, voilà, oui, j'accepte ton commentaire, je le valide, un Kamoa Layana, celui-là. Ça commence par ne pas attendre le sauveur, mais tout ça, c'est inclus dans la mentalité en fait. La mentalité d'attendre le sauveur, ça vient de la mentalité des croyants. Donc, quand je dis croyants, c'est croyant en tout. Vous savez qu'à partir du moment où votre cerveau croit en quelque chose d'absurde, il est disposé à croire à toute absurdité. Par exemple, si votre cerveau croit qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui n'est né d'aucune fécondation, qui n'est né d'aucun sperme, et qu'une femme est tombée enceinte en étant vierge, si vous croyez à des sottises pareilles, vous êtes prêt à croire à beaucoup de choses. Et c'est vrai que si dans votre village, vous pensez que verser l'huile de palme sur un crâne, ça peut sauver, ça peut protéger la famille contre des malheurs, hein, alors que toutes les familles en Afrique versent l'huile de palme sur des crânes, mais l'expérience de vie en Afrique est beaucoup plus faible que partout ailleurs. Voilà. Donc ça, vous savez, il y a des critères qui permettent de vérifier et de comprendre si ce qu'on fait est bien ou pas. Voilà. Donc en Afrique, je rappelle, il y a beaucoup de familles qui versent l'huile de palme sur les crânes. Et en Europe, il y a très peu de familles qui versent l'huile de palme sur les crânes. Et je pense que c'est beaucoup plus les Africains qui vont le faire en Europe. L'expérience de vie en Afrique est catastrophique et l'expérience de vie en Europe est 1000 fois meilleure. Donc, je veux bien les gens qui nous expliquent que verser l'huile de palme sur un crâne, ce n'est pas stupide. Je m'en fous que vous dites que ce n'est pas stupide. Donnez-moi les bonnes raisons pour le faire. C'est tout ce que je vous demande. Ne me dites pas pour moi, ce n'est pas stupide.
On n'est pas dans un relativisme, parce que si on rentre dans un relativisme, le voleur, il va te dire, pour moi, c'est bien de voler. Et je connais une dame en ce moment sur Internet qui vous dira, pour moi, c'est parfaitement acceptable de cacher sa misérable vie et de venir commenter celle des autres, tout en leur donnant des leçons de morale sur des domaines où ils sont 1000 fois plus compétents que moi. Voilà. Donc, elle peut parfaitement te dire que pour elle, c'est acceptable, que les deux, ça se concilie facilement. Donc, c'est pas ça la réponse que j'attends quand je considère une pratique comme stupide. D'autres commentaires d'un Kamal Ayana qui me semble plutôt intéressant aussi. Il dit, Serge, tu es en train de te tromper. Même la science s'inspire de la nature. Pour fabriquer un avion, les scientifiques sont inspirés de l'oiseau, oui. Mais ils ont compris comment vole l'oiseau. Ils n'ont pas versé l'huile de palme sur un crâne. C'est pas la même chose que d'observer un phénomène dans la nature et de considérer que ce phénomène peut être utilisé scientifiquement. C'est pas la même chose. L'oiseau vole, c'est un fait. On voit l'oiseau voler. Donc, on se dit, si l'oiseau vole, il y a une bonne raison. Maintenant, suppose que ton grand-père te dit, l'oiseau vole parce qu'on a versé l'huile de palme sur un crâne, c'est pour ça qu'il vole. Mais explique-moi comment tu vas utiliser cette information-là pour faire voler un avion. Tu vas aussi verser l'huile de palme pour que l'avion vole? Non. Il faut comprendre pourquoi l'oiseau vole. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'un oiseau vole. Et je tiens à rappeler quand même que l'avion, ce n'est pas tout à fait l'oiseau. Hein. L'avion ne bat pas de l'aile pour se propulser quand même. C'est pas la même chose. Donc, si on voulait s'inspirer textuellement de l'oiseau pour avancer, pour fabriquer des avions, il n'y aurait aucun avion en l'air. Donc, je pense que vous ne connaissez pas très bien la contrainte que ça implique de faire voler un engin comme ça, 400 tonnes à 13 km de hauteur. Non, même un oiseau n'arrive pas à y aller. Donc, ce n'est pas une question de l'homme s'est inspiré de l'oiseau. L'homme, à un moment donné, s'est dit, je veux conquérir les airs. Sinon, vous allez aussi me dire que les sous-marins se sont inspirés des poissons. Mais allez regarder la propulsion d'un sous-marin, vous regardez la propulsion d'un poisson, ça n'a juste rien à voir. C'est pas parce que les deux se déplacent dans l'eau que ça veut dire que sans l'homme, non. S'il n'y avait pas eu de poisson dans l'eau, l'homme aurait toujours voulu dompter la mer. S'il n'y avait pas eu d'oiseaux dans l'air, l'homme aurait toujours voulu dompter les airs. Ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas la même technologie. Un oiseau, il se maintient en planant et il se propulse en battant l'aile. Est-ce que c'est ce que fait les ailes d'un avion? Vous ne pouvez avoir aucun engin mécanique qui peut battre suffisamment d'ailes pour transporter 500 tonnes de masse à 13 km du plancher des vaches. Vous ne pouvez pas. Donc, s'inspirer de la nature ne veut pas dire s'inspirer de l'huile de palme et du crâne. Je ne comprends pas le lien, en fait. Je ne comprends pas le lien. On peut aussi dire qu'une voiture s'inspire d'un chien, puisque une voiture a 4 roues, le chien, il a 4 pattes. On peut aussi avoir ce genre de raisonnement. Ça, c'est typiquement des raisonnements qui ne sont pas scientifiques. Et ne venez pas souvent, quand vous avez affaire à un scientifique, avec vos croyances. Posez des questions. Parce que ça semble la personne qui a entendu plein de gens dire ces bêtises-là. Mais les gens qui sortent ce genre de conneries, ce ne sont pas des scientifiques. Parce que pour s'inspirer de la nature et concevoir des choses, il faut comprendre les lois de la nature. Le problème, c'est que dites-moi comment vous comprenez les lois de la nature, vous, parce que moi, je sais comment les Européens ont compris les lois de la nature. Ils ont laissé des livres avec des écrits que je peux appliquer, fabriquer des voitures, fabriquer des avions, fabriquer des bateaux, fabriquer des centrales nucléaires. Vous avez quoi? Vos grands-pères, là, ils ont compris la nature, mais visiblement, c'est quoi? C'est verser l'huile de palme sur un crâne, c'est quoi? C'est danser, c'est mettre des peaux de léopard ce soir, danser, trémousser le ventre le jour d'un funérail. C'est ça que vous appelez comprendre la nature? Qu'est-ce que vous vous transmettez de père en fils? Parce que Newton n'a pas eu d'enfant. Hein. Il n'a pas eu besoin d'un enfant pour transmettre son héritage. Il a écrit, on a vérifié, ça marche. Quand on parle de la conservation de la quantité de mouvement, ben, ça marche. Quand on prend le principe de l'inertie de Newton, ça marche. C'est écrit, ça s'observe et on part de là pour concevoir des choses. Vous avez quoi? Arrêtez souvent de mettre sur le même plan vos croyances débiles du village avec la science. Oui, la science n'a pas l'explication à tout. Mais ce n'est pas parce que la science n'a pas l'explication à tout que vos croyances débiles complètent ce qui manque. Je ne vois pas le lien qui est entre les deux. Dans tous les cas, si vous pensez que ce en quoi vous croyez est vrai, il faudra en apporter des preuves. Si vous croyez en quelque chose, vous devez apporter les preuves de ce en quoi vous croyez. Donc, ne venez pas dire, la science n'explique pas tout. Bien sûr que les scientifiques savent que la science n'explique pas tout. Sinon, il n'y aurait pas de recherche scientifique. Vous croyez que la recherche scientifique, c'est pourquoi? La recherche scientifique, c'est parce qu'on n'a pas de réponse à tout pour l'instant. Et pour un scientifique, quand on n'a pas de recherche, quand on n'a pas de recherche, quand on n'a pas de réponse pour un scientifique, ben, il faut chercher. Il ne faut pas dire on n'a pas de réponse, donc on va aller voir le malam qui est là-bas. Comme il est marabout, lui, il a la réponse.
C'est ce que fait les religions. Et ça, c'est l'esprit religieux. C'est le cerveau d'un religieux. On a appris aux religieux que ce que tu ne sais pas, Dieu l'explique. Où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir? Tu demandes, c'est un scientifique, tu te dit, je ne sais pas. Vous avez suivi l'interview de tout à l'heure, je disais en fait que dans 99,99% des cas, la bonne réponse à une question qu'on va te poser, c'est je ne sais pas. Parce que certes, vous êtes spécialisé, supposons que vous êtes infirmière, vous êtes spécialisé dans votre domaine. Je vous dis, c'est quoi une variété différentielle, vous ne savez pas. Et demain, si vous me demandez c'est quoi une asystole, il est possible que je ne sache pas, parce que ce n'est pas mon domaine. Et vous vous doutez bien que entre ce que je sais et l'étendue du savoir, ben, il y a une infinité de possibilités. Donc, ce que je sais ne peut pas résumer le savoir. Et donc, oui, si quelqu'un me pose une question par hasard, il faut que j'ai de la chance pour que cette réponse tombe dans un domaine que je maîtrise. Puisque l'étendue, je parle de quelqu'un qui ne me connaît pas, qui pose des questions par hasard. Il faut que j'ai de la chance pour que la question tombe dans un domaine que je maîtrise pour pouvoir y répondre. Sinon, j'ai quand même plus de chances qu'il me pose une question sur quelque chose que je ne sais pas et dont la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Dans 99,99% des cas, c'est ça la bonne réponse. Sauf que dans vos villages, on ne vous a pas appris ça. Tu poses la question à ton grand-père. Si tu demandes à ton grand-père comment vole l'avion, il va essayer de te fabriquer une explication. Il va te sortir une explication du type ils ont regardé l'oiseau voler, ils ont fabriqué un truc qui vole comme l'oiseau. Mais non, l'avion ne vole pas comme un oiseau. Les seuls moments d'ailleurs où il y a une ressemblance, c'est quand l'oiseau plane en fait. C'est le seul moment. Pour se propulser, ce n'est pas la même chose. Pour monter dans les airs, ce n'est pas la même chose. Un avion, pour monter dans les airs, il va utiliser son empennage arrière, là, le fameux truc qui fait T derrière. C'est ça qu'il va utiliser pour voler, pour monter en fait, ou pour descendre. Donc, si tu perds cet empennage, tu ne peux ni faire ça. Voilà. Donc, il faut qu'on sorte des croyances. C'est important. Et je vous dis, vous avez le droit d'avoir des croyances. Ce n'est pas un problème. Il faut les challenger, en fait. Posez-vous la question, est-ce que ce en quoi je crois a un sens? Est-ce que ça se vérifie? Et quand vous avez en face de vous, par exemple, quelqu'un qui est scientifique, si vous avez une croyance qui tombe dans le domaine scientifique, posez-lui la question. Ne venez pas avec vos croyances. Ne pensez pas un seul instant qu'un truc qu'on vous a rabâché tout petit, je ne sais pas, celui qui vous a rabâché ça, probablement, il était aussi ignorant que vous. Ce n'est pas parce qu'il était plus vieux que vous étiez petit, qu'il savait de quoi il parlait. Il était probablement ignorant comme vous. Mais comme il ne sait pas, dit je ne sais pas, il vous a pondu une réponse. Les enfants en Europe, ils savent déjà que quand on leur pose une question à laquelle ils n'ont pas de réponse, Google, comment on appelle ça là? OK Google. Ou Alexia. Il y a OK Google, il y a Alexia. Voilà. Les gosses ici savent déjà ça. Dès que tu poses une question, ils ne savent pas, ben, il sait, OK Google, c'est quoi tel truc? Voilà, c'est la culture de l'humilité. Chez nous, le mec veut à tout prix te pondre une réponse et il va t'imposer une croyance en lui alors que c'est justifié. Quand vous voulez venir dire aux gens qu'un phénomène surnaturel existe, respectez le cerveau des gens et soyez capable de leur donner des arguments pour justifier votre croyance. Si tu me dis la sorcellerie existe, il faut que tu puisses m'apporter les preuves que la sorcellerie existe. Ne me dis pas pour moi la sorcellerie existe. Si on commence à discuter comme ça sur la place publique où chaque chose n'existe que dans le référentiel de la personne, il y a souvent il n'y a plus de conversation possible. C'est typiquement à ce moment-là que j'arrête de discuter avec quelqu'un. Quand quelqu'un commence à me dire pour moi, mais non, mon ami, soit quelque chose est vrai, et à ce moment il est vrai pour tout le monde, soit ça n'est pas. La gravité existe, oui ou non? Ah oui, puisqu'on en est tous soumis. Tu peux décider de ne pas croire à la gravité, tu montes là au 3e étage, tu te jettes de la fenêtre et la gravité va se rappeler à toi d'une façon très brutale. Tu ne pourras pas la nier. Tu pourras la nier tant que tu ne subis pas les conséquences. C'est sûr que assis là où je suis, avec les fauteuils et les canapés derrière, je suis très bien. Je peux dire que la gravité n'existe pas. Je ne subis aucune conséquence de cette dénégation. Mais à partir du moment où je vais la mettre en pratique, je vais avoir la réalité qui va me rattraper assez rapidement. Et c'est pour ça que je dis souvent que la réalité, c'est ce qui persiste, même quand on cesse d'y croire. Le réel, il l'a. Actuellement, il y a une actualité qui nous concerne sur la place, sur les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en reparler ce soir. C'est une personne qui s'est fourvoyée et qui, à l'évidence, ment. On a plein d'éléments. Mais vous pouvez décider de croire que tout ça est faux. Vous avez le droit de le croire. Moi, je ne peux rien faire contre vous. Vous avez le droit de le croire. Essayez simplement de prendre votre pognon et de confier à cette personne pour me prouver que vous êtes confiant. Allez demander des conseils à cette personne pour professionnel. Vous me dites si la mise en pratique marche. Là, vous devez subir les conséquences de votre croyance. C'est très facile de croire en une hérésie quand on n'a pas à subir les conséquences. C'est très facile. Et quand on est rationnel, ce n'est pas ce qu'on fait. La rationalité, c'est d'aligner sa croyance sur ses connaisses. Si on aligne,
Alors, quand je dis ses connaissances, j'exagère un petit peu. C'est d'aligner sa croyance sur les connaissances. Voilà. Parce que vous n'êtes pas obligé de savoir, mais vous pouvez vous référer à quelqu'un qui sait. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être, si quelqu'un, je vais dire, si on demande à l'IPM Linjiji si l'avion vole, probablement qu'elle n'est pas spécialiste en aéronautique, mais elle sait qu'il y a des spécialistes, elle peut poser des questions. Voilà, donc elle va aligner sa croyance sur les connaissances. Oui, les connaissances actuelles nous montrent qu'on a des engins de 400 tonnes qui peuvent aller jusqu'à 13 km du plancher des vaches. Donc oui, on peut faire voler des objets. Voilà, donc il en a vu, il a vu. Elle a vu, même si elle n'a jamais vu d'avion, c'est tombe sur des gens assez qualifiés qui lui disent il y a des choses comme ça qui volent. Elle a des raisons. Elle doit y croire. Parce qu'elle aligne sa croyance sur la connaissance, surtout quand il s'agit de la vie d'un expert. Donc la rationalité, c'est ça, c'est d'aligner une croyance à la connaissance. Je pourrais peut-être faire un schéma cet après-midi, ce soir, quand on va rentrer, quand je vais rentrer, pour que vous compreniez bien ce que j'entends par là. Et vous allez comprendre quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est irrationnel. Quand vous dites que quelque chose existe, vous n'avez aucun élément pour me prouver que ça existe. Pourquoi sur la base de quoi il faut que je vous croie? Parce que sachez que quelles que soient les croyances que vous avez, tous les peuples en ont des croyances. Des croyances les plus débridées que vous pouvez imaginer. Des croyances les plus débridées, tous les peuples en ont. Il n'y a pas un peuple qui n'en a pas. Et donc, venir justifier que chez nous, c'est comme ça. Ben, vous imaginez, il y a quoi, combien de peuples sur Terre? Disons, il y a 10 000 peuples sur Terre, il y a 10 000 croyances. Et parfois, qui se contredisent. Vous croyez que deux choses peuvent exister en même temps? Vous croyez que deux choses qui se contredisent peuvent être vraies en même temps? Si vous croyez ça, vous n'êtes pas rationnel, si vous êtes complètement timbré, les gars. Non, deux choses qui se contredisent ne peuvent jamais être vraies en même temps. Une chose ne peut pas être à la fois un carré et un rectangle et une sphère. Ce n'est pas possible. Ça peut pas être, vous ne pouvez pas à la fois être un carré et un rond. La seule possibilité où on peut imaginer qu'un rond ressemble à un carré, je ne sais pas, c'est une projection sur un plan. Projection perpendiculaire à l'axe central, ça va donner un trait, un segment, oui. Donc, d'un côté, ça va être le diamètre, de l'autre côté, ça va être le côté du carré. Donc, ce que je veux dire, c'est que sachant aligner nos connaissances, nos croyances aux connaissances et sachant les remettre en cause, on subit beaucoup d'endoctrinement, même dans les repas que vous mangez. Pourquoi ça a été un tribut chez vous, là, vous êtes sensible quand on critique vos repas, alors que chez les Occidentaux, ils n'ont pas ce problème-là. Vous êtes sensible quand on critique vos repas parce que vous savez que ce n'est pas terrible ce que vous mangez. Si je commence à dire là que l'on cuit, c'est de la merde, je vais avoir des Bamileke qui vont s'énerver. Pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais ils sont conditionnés à trouver ça bon depuis l'enfance. Si je vous dis, si vous allez à une soirée aux États-Unis, je ne sais pas, il n'y a que des Américains, vous leur servez que du taro et vous leur proposez que du taro ou que de la pizza. À votre avis, les Américains ils vont choisir quoi? Si vous demandez vote, vous mettez au menu soit le taro, soit la pizza. Vous prenez un spécialiste, hein, un goûteur. Vous mettez un goûteur, quelqu'un qui est spécialisé, un goûteur spécialisé, c'est lui qui va donner son avis pour dire, voilà, qui va dire, écoutez, j'ai goûté, c'est acceptable. Donc, vous croyez que ça va donner quoi? Admettons même que dans le sondage, vous les faites goûter. Vous prenez 100 Américains, vous leur faites goûter la pizza d'un côté et le taro de l'autre côté, vous leur dites un menu pour la soirée. Une majorité va choisir quoi? Ben, la pizza. Et même au Cameroun, les gars vont choisir la pizza. Parce que déjà, nos cultures ne se partagent pas entre nous. Ce que le Bamileke trouve génial, comme le cuit, même le Béti ne veut même pas en entendre parler. Il ne veut même pas en entendre parler. Parce qu'on ne sait même pas vendre, parce que nos trucs, ce n'est pas terrible. Le Bamileke trouve le cuit parce que sa mère a trouvé ça bien. Et sa mère a trouvé ça bien parce que sa grand-mère a trouvé ça bien. Si bien que s'il insulte un cuit, il insulte un repas que plusieurs personnes dans sa famille ont mangé. Et donc, il se sent obligé de trouver ça bien. Il se trouve qu'il y a des gens comme moi qui, à un moment donné, disent « Je ne suis pas obligé d'être solidaire de ce genre de conneries. » Non, le cuit, j'aime pas. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire. Le cuit, c'est de la merde. C'est vraiment l'anti-nourriture. C'est effrayant que les gens puissent manger ça et trouver ça bien. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un mec pour qu'il apprécie le cuit. J'aimerais bien rentrer dedans et comprendre la gymnastique, la chimie qu'il y a dedans pour que le mec il arrive à dire que le cuit, c'est quelque chose d'intéressant. Si ce n'est pas l'endoctrinement. Je dis c'est l'endoctrinement parce que vous donnez ça à un autre peuple que vous, qui n'a jamais mangé ça, ils vont cracher ça direct. Donc, vous savez que vous mangez une nourriture et vous la trouvez bonne par endoctrinement, quand à part quelqu'un de votre tribu, personne d'autre ne peut la trouver intéressante. Vous allez bien trouver, bien sûr, vous allez trouver des bêtis qui vont vous dire que le taro, c'est bien. Vous allez en trouver un ou deux. Mais de façon générale, les bêtis, ils ne cuisinent pas le taro chez eux. Voilà, ils ne cuisinent pas le taro chez eux. Alors que les Français, ils bouffent la pizza chez eux. Ils bouffent les pâtes chez eux. Ils bouffent les Italiens, ils mangent du bœuf bourguignon. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on sait que quelque chose est bon et ça se partage. Mais vous savez que votre nourriture n'est pas terrible. Le ndolé, c'est très bon. Vous mettez le ndolé une soirée si tout le monde mange.
Le ndolé, ben, résultat des courses, tous les peuples, tous les Camerounais cuisinent le ndolé. Que ce soit le Béti, le Bou, le Laoussa, tout ça, ils cuisinent le ndolé. Le bongo chobi, c'est excellent. On est d'accord, c'est excellent le bongo chobi. Tous les Camerounais mangent le bongo chobi. Douala, Bami, machin, tout ce que tu veux. Le poulet DG, c'est l'emblème du Cameroun. Quand un blanc va aller à une soirée, il demande où est-ce qu'il y a le poulet DG. Ça passe. Vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas un truc, je ne sais pas, je crois que c'est du littoral, ce machin-là. Donc, ça marche. Voilà. Par contre, on cuit le couscous maïs à la sauce gombo. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Hein. J'espère que vous avez bien joué. J'ai juste voulu partager cette vidéo. Et j'estimais qu'il y avait quelques commentaires qui me paraissaient intéressants de répondre. Et puis, bah, ce soir, j'ai vu que mon ami Zorson a fait une vidéo. Donc, il y aura un petit moment consacré à Zorson ce soir. et franchement, il était très intéressant. Donc, quand je dis très intéressant, vous savez que ça veut dire qu'il y a matière à fumer, quoi. Voilà. Ces gens sont tellement débiles. Moi, j'adore quand ils s'expriment et qu'ils sont sûrs qu'ils ont parlé, quoi. Tu dis, putain, tu dis, voilà les diplômés du Cameroun, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis une excellente journée, pardon. Je vous dis à très bientôt. Ma pause est terminée il y a déjà quelques minutes, mais il faut dire, je l'ai prise aussi tard. Hein. J'ai pris ma pause à 13h45, il est 14h30, donc il faut que j'y retourne. À très bientôt. Ciao.